Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dreamcast. Aujourd'hui, on a l'immense privilège d'avoir en invité Mathieu Jam, réanimateur, néphrologue, biostatisticien, pour parler d'inégalité en santé, de fin de vie en réanimation, d'intelligence artificielle et de médecine personnalisée. Dreamcast, c'est un podcast en santé indépendant. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler, nous mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne ou à liker. Bonjour Mathieu. Salut Julien. Content que tu aies accepté cette invitation. Ah non, merci surtout d'avoir pensé à moi. Je t'ai invité et je t'ai demandé d'apporter 3 objets ou photos pour te définir Ouais. et expliquer qui tu es. Quels sont-ils et pourquoi? Ok, alors donc du coup, donc j'ai fait le garçon scolaire. Je t'ai apporté donc 2 objets et une photo. Le premier, tiens, c'est ça. Donc c'est une partition de piano. Parce que c'est c'est un des exutoires que j'ai donc après le boulot. Donc je fais du piano depuis longtemps. Et donc du coup, voilà, essentiellement du piano classique. Le deuxième, ce n'est pas un exutoire à proprement parler, mais c'est une autre passion que j'ai dans la vie à côté de la musique. Et ben, je t'ai apporté un tire-bouchon. Je ne suis pas passionné de tire-bouchon, mais je suis passionné de vin. Ah, Donc voilà. Donc c'est un autre objet que j'utilise avec modération. voilà. Mais si tu veux, on pourra en parler. Puisque la consommation très légère de vin combinée à l'exercice physique pourrait être protectrice d'un point de vue cardiovasculaire, c'est ce que dit la littérature. Enfin, c'est un autre débat. Et puis la photo, voilà, je t'ai apporté une photo. Donc ça, c'est les Sables d'Olonne. C'est clairement, c'est la ville de famille où j'ai clairement passé probablement le plus de mon temps. Et donc c'est une ville importante. Finalement, le moment où tu es le plus heureux, c'est quand tu joues du piano en ouvrant une bouteille de vin au Sable d'Olonne en Et bah, famille. figure-toi que quand j'étais petit, adolescent, je buvais pas de vin évidemment, mais je jouais du piano dans un bar qui était localisé, tu vois, typiquement ici, tu vois. Ouais. Et je jouais du piano dans un bar. Donc, tu vois, ça réunissait un peu les trois cas de figure. Il s'appelait comment? Ça s'appelle la Comète. Et ça s'appelle toujours la Comète, mais ils ont plus le piano maintenant. Ah, bien. Alors, Mathieu, donc, tu es médecin, Ouais, néphrologue, spécialisé en néphrologie ouais, initialement ouais, et ensuite tu es devenu réanimateur médical c'est ça. et je t'ai invité parce que tu avais aussi la double casquette de euh, thésé en statistique Ouais. et que tu travailles, voilà, que tu nous expliqueras un petit peu ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ton article qui est sorti avec l'adresse Ouais. sur les inégalités en santé aujourd'hui en France? Ouais. Et ben, comme tu l'as dit, donc moi, en parallèle de mes études de médecine, donc j'ai fait un cursus donc de biostat et d'épidémiologie. Donc j'ai soutenu ma thèse de sciences en épidémiologie et pas en biostat à l'université Paris-Saclay il y a 2 ans. Mais ce qui m'a permis, au décours de cela, donc de devenir collaborateur, un des collaborateurs au sein de l'adresse, qui est le département, en fait, si tu veux, pour les non-initiés, c'est un peu le département stat du ministère de la Santé, D'accord. dont le rôle est de analyser les données, parce qu'il faut savoir qu'en France, dès que tu génères un remboursement auprès de l'assurance maladie, tu génères en fait des données de santé, qu'on appelle les données médico-administratives. Et donc au sein de l'adresse, eh ben, on analyse ces données. Donc c'est soit des données issues de l'assurance maladie, donc typiquement tu vas à la pharmacie, tu vas générer des données, mais tu es aussi hospitalisé dans une structure de soins, qui soit publique, soit privée, tu vas générer de la donnée. Et donc tout ça est enregistré au sein d'un énorme système qu'on appelle le Système national des données de soins, le SNDS. Et donc à l'adresse, eh ben, on analyse ce fameux SNDS. Et donc on l'analyse pour sortir des indicateurs de santé. Et donc au sein du bureau dans lequel je travaille, on travaille essentiellement sur les inégalités de santé, sur l'impact des inégalités de santé au sein de la population, France métropolitaine exclusivement. Et effectivement, on a sorti un article, donc ce qu'on appelle une enquête et résultats la semaine dernière. Je crois que tu mettras en lien l'article. Ouais. Et on s'est intéressé à l'impact des inégalités de santé
sur le pronostic des malades qui sont admis en réanimation pour le Covid-19, parce que le Covid-19 a été la source d'admission numéro 1 quasiment en réanimation en 2020-2021. Et ensuite, en tout cas, ça a été dans le top 3 des admissions là, pendant les 3-4 dernières années. Alors, on va revenir un petit peu de façon un peu plus globale sur les inégalités. C'est quoi pour toi, déjà, les facteurs sociaux les plus déterminants dans les inégalités en santé? Et comment tu définis les inégalités en santé aujourd'hui en France? Ouais, alors, définir les inégalités de santé en France, c'est déjà une question méga large, quoi. Donc, tu as plusieurs façons de prendre le sujet. Tu as une manière très pragmatique qui est de regarder l'espérance de vie. Et on sait qu'il y a des travaux, tu vois, qui sont pas si anciens que ça, et qui sont amusés à comparer l'espérance de vie de 2 hommes de 35 ans. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est ouvrier et il y en a un qui est cadre de santé. Et ce qu'on sait, c'est que quand tu as 35 ans et que tu es cadre de santé, ton espérance de vie restante, donc du coup en France, elle est à peu près de 50 ans, enfin 49 ans, alors que quand tu es ouvrier, c'est un peu moins de 43 ans, 42 ans à peu près. Donc tu vois que tu as déjà une différence, déjà très brute, de 7 ans d'espérance de vie. Ce qui peut paraître comme ça de manière difficilement perceptible, mais 7 ans, on n'est pas loin de la décennie, tu vois. Donc ça, c'est une première indication. Mais si tu veux, la définition de l'état de santé, du bon état de santé, elle est au-delà de l'espérance de vie. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, si on reprend les définitions de l'OMS, être en bonne santé, c'est être en bonne santé physique et psychique. Et en fait, si tu veux, c'est une définition qui est à la fois assez simple, mais qui a le défaut de sa simplicité, c'est que, en fait, elle est extrêmement subjective. C'est-à-dire que toi, moi ou n'importe qui, on ne va pas avoir la même perception de l'état de bonne santé. Alors, pour essayer de l'approcher de manière un peu plus, proche de la définition liée à l'OMS, au sein de l'INSEE, ce qu'ils ont essayé de déterminer, au-delà de l'espérance de vie, c'est l'espérance de vie sans incapacité. Donc, tout simplement, tu fais un questionnaire et tu te dis, est-ce que vous êtes limité sur le plan moteur? Est-ce que vous êtes limité pour faire certaines tâches de la vie quotidienne? Donc, tu vois, faire ses courses, faire ses comptes, ce genre de choses-là. Et quand tu refais le même exercice, tu prends 2 individus de 35 ans, des hommes de 35 ans. Alors, évidemment, l'état de santé sans incapacité, il est plus court que l'espérance de vie. Mais je crois que de mémoire, c'est 35 ans chez le cadre et 25 ans chez l'ouvrier. Donc, en plus de ça, si tu mets en perspective cet état d'incapacité, eh ben, tu accrois la différence. Alors, ta première question, quels sont les facteurs déterminants des inégalités de santé? C'est assez compliqué, en fait, de définir stricto sensu des indicateurs. Ce qu'on sait de manière générale, c'est que tu as 3 grandes catégories. En fait, qu'est-ce que c'est que les inégalités de santé? C'est les différences d'état de santé en fonction des groupes sociaux. Donc, les groupes sociaux ne font pas... Si tu veux, ça va au-delà que la simple notion de précarité. C'est-à-dire qu'on va essayer de tracer au sein d'une population un gradient social et on va regarder effectivement les patients les plus précaires, mais on va essayer de faire des échelons comme des marches d'escalier et d'aller vers les personnes qu'on dit les moins précaires. Alors, comment on définit les moins précaires? Tu les définis en fonction, évidemment, de leurs revenus, d'accord? Ça, c'est une première indication, mais aussi de leur niveau d'éducation, de l'endroit où ils vivent, de leur travail, de l'environnement familiaux qu'ils ont autour d'eux. Et donc, parmi les 3 grands déterminants, les 3 grandes classes de déterminants, tu vois, d'inégalité de santé, tu as tout ce qui va être socio-économique, c'est ce qu'on vient de dire, tu vois, l'éducation, c'est ce qu'on va dire, le niveau de revenu, ce genre de choses-là. Tu vas avoir tout ce qui va être les comportements vis-à-vis de ton propre état de santé personnel. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu te drogues? Est-ce que tu bois beaucoup d'alcool? Est-ce que tu pratiques des sports à risque? Tu vois, ce genre de choses-là. Et puis, tu as un cadre qui est beaucoup plus... qui sort aussi du contexte individuel, qui va être dans quel pays tu vis, est-ce que tu vis dans une région qui est très axée en termes de prévention des états de santé, qui met en place des politiques, tu vois, assez globales et qui axe ça pour essayer de garantir une oh là là, bon bref, je fais un AVC, Universalité. t'as compris, voilà, tu vois, d'accès aux soins. Et donc toi, dans ta pratique au quotidien, est-ce que tu trouves que la réanimation accentue les inégalités en santé? En fait, si tu veux, la réanimation, alors,
Bon, déjà, pour ceux qui ne sont pas familiers, en fait, qu'est-ce que c'est la réanimation? C'est le service dans lequel on va accueillir les patients qui sont en défaillance vitale. Alors, ça peut être soit un ou plusieurs organes en défaillance vitale, ou alors c'est des patients qui sont tellement fragiles qu'ils ont besoin d'une surveillance accrue. Alors, l'avantage qu'on a en France, en fait, en réanimation, c'est que la réanimation, ça existe dans le secteur public, au sein de l'hôpital public, c'est 85% des lignes réa, mais tu as aussi une petite partie qui existe dans les établissements de santé privés, que ce soit les ESPIC ou que ce soit les cliniques. Mais l'avantage qu'on a, c'est que peu importe l'endroit où tu as besoin de réanimation, en fait, la réanimation n'entraînera jamais de reste à charge pour les malades. Que tu sois en clinique ou que tu sois à l'hôpital public, en fait, et que tu as besoin d'avoir de réanimation, en fait, tu ne vas pas générer une facturation, que ce soit dans l'un ou que ce soit dans l'autre. Donc, si tu veux, la réanimation, pendant longtemps, a laissé suggérer que ça a été un révélateur des inégalités de santé, parce qu'en fait, si tu veux, les premiers papiers qui sortaient sur l'impact des inégalités de santé, c'est des papiers nord-américains. Or, le système de santé nord-américain, il est très basé sur un système de santé, tu vois, capitalistique. Donc, ou même quand tu te fais hospitaliser, en fait, dans des structures hospitalières, ça dépend de tes cotisations propres. Donc, c'est déterminant de tes revenus, de tes catégories socio-professionnelles. Alors qu'en France, on a un système de santé, tu vois, qui est quand même assez... qui favorise, en fait, la prise en charge, en tout cas pour les soins les plus graves et les plus complexes, avec pas de reste à charge. Donc, qui favorise, tu vois, qui va niveler, en fait, l'impact des inégalités de santé par le bas. Et donc, ce qui fait que quand tu regardes la littérature américaine, avoir une inégalité de santé, être issu d'une région précaire, pas gagner beaucoup d'argent, pas être un haut diplômé et tout, bah ouais, ça te confère plus à risque d'aller en réanimation et de décéder une fois que tu es en réanimation, alors qu'en réalité, en France, quand tu regardes les premiers papiers qui se sont intéressés à ce sujet, finalement, on ne trouvait pas d'impact sur le pronostic des malades qui étaient admis en réanimation. Donc c'était plutôt pas mal parce qu'on se disait, bon, bah, au moins les systèmes de santé français, ils permettent ça, quoi. On s'est un peu réfugié derrière. Alors après, le problème qu'on avait des papiers qu'on a fait en France, c'est c'était toujours dans la définition, tu vois, de l'inégalité de santé. Tu vois, donc il y a deux grands papiers qui datent des années 2000. Le premier papier, ça s'intéressait uniquement au SDF. Donc c'est quand même, tu vois, une définition extrêmement rude de l'inégalité de santé parce que c'est une précarité la plus extrême, d'accord ? Et puis l'autre, c'était des questionnaires qui faisaient que la moitié des patients qui arrivaient en réanimation étaient considérés comme ayant une inégalité de santé. Et donc, ce qui fait que l'absence de résultats pouvait aussi être expliquée par le fait que ta définition était soit trop restreinte, soit elle était beaucoup trop large. Et nous, ce qu'on a fait à l'adresse, c'est qu'on a regardé deux définitions. La première définition, c'est une définition... Alors, c'est des données médico-administratives, donc on ne pouvait pas être non plus très précis dans notre définition. La première définition, c'est une définition individuelle. C'est tout simplement, est-ce que tu es bénéficiaire de la CMU ou de l'AME, ce qu'on appelle la CSS aujourd'hui, donc la complémentaire santé solidaire. Donc, est-ce que tu es bénéficiaire de ça ? Ce qui, je rappelle, en fait, pour être bénéficiaire de la CMU ou de l'AME, il faut quand même des conditions de précarité extrêmement importantes, quoi. C'est des conditions de revenus qui sont extrêmement faibles, des conditions, tu vois, d'être un étranger, tu vois, en situation d'illégalité, tu vois, sur le territoire français. Donc ça concerne finalement une faible proportion des individus. Et l'autre critère qu'on a utilisé, c'est le lieu de résidence. En fait, il existe en fait ce qu'on appelle des indices en fonction de ton lieu de résidence. On considère, alors c'est évidemment, la définition, elle est soumise à controverse. Mais on considère que lorsque tu vis dans une zone géographique où tu as plus de chômeurs, où tu as moins de patients ou diplômés, où le revenu fiscal moyen il est plus faible, bah, on considère que tu fais partie, que tu es dans une inégalité de soins, parce que c'est une inégalité de soins de ce fait collective. Et donc en France, le score qui s'appelle, ce qu'on appelle le FDEP, le French Deprivation Score, tu vois, qui a été développé il y a quelques années par l'INSEE. Ok, tu as parlé de Covid-19 tout à l'heure, Ouais. Donc j'ai essayé un petit peu de reculer la première question. Donc du coup, qu'est-ce que vous en avez conclu globalement après un recul certain de quelques années et vous avez fait tourner quand même pas mal de stats sur le Covid-19. Alors raconte, qu'est-ce qui a été la révélation, l'accentuation des inégalités sociales justement dans le Covid-19 ? Donc voilà, donc en fait pour te dire, nous quand on a commencé à travailler là-dessus, ça découlait d'un travail plus global sur l'impact des inégalités de soins
pour les populations tout venantes atteintes de Covid-19. Et là, il n'y a pas eu de débat. Le fait d'avoir une inégalité de soins à l'échelle individuelle ou d'habiter dans une région, tu vois, en fonction du FDEP, tu vois, te conférer un risque plus important d'être infecté par le Covid-19, te conférer un risque plus important d'être hospitalisé à l'hôpital une fois que tu étais infecté, d'accord, et te conférer un risque plus important de décès une fois que tu étais hospitalisé. Donc ça, c'était un argument qui était assez important à mettre en considération. Alors pourquoi ? Parce que y a plusieurs explications qui avaient été déterminées. Le fait d'avoir une inégalité de santé plus importante, probablement que tu vis dans une zone où tu n'as pas accès à un environnement extérieur, tu vis à plusieurs dans un appartement de petite taille, donc tu es plus à risque à l'exposition virale et au fait d'être infecté. Tu travailles de sorte à ce que ta profession ne te permet pas de faire du télétravail parce que tu es livreur, tu es serveur, tu vois, tu es caissière dans le commerce de proximité ou tu es femme de ménage et de ce fait, tu ne peux pas faire de télétravail et en plus de ça, la plupart du temps, tu es obligé de prendre des transports en commun pour aller sur ton lieu de travail. Et puis, il y a aussi tout le côté éducationnel, si tu veux, on en parlera, tu vois, de la partie inégalité de soins, où tu as tendance à minimiser, tu vois, l'importance des symptômes, tu as tendance à minimiser l'impact que peuvent avoir, en fait, les effets barrières, donc tu es moins bien protégé vis-à-vis du Covid-19. C'est pour ça que le Covid-19, comme toutes les infections, donc toutes les maladies infectieuses, donc tout ce qui peut se transmettre d'un individu à un autre ou d'un mammifère à un autre, et en fait, est, je pense, particulièrement sensible aux inégalités de soins. Alors la nouveauté que nous, on avait, c'est que jusqu'à présent, même quand tu étais admis pour Covid-19 en réanimation, une fois que tu franchissais la barrière de la réanimation, on avait l'impression que tu avais une disparition de l'impact des inégalités de soins. Donc, il y avait plusieurs papiers qui avaient été faits dessus, mais sur des populations, sur un nombre de populations qui était assez faible. À chaque fois, c'était sur 100, 200, 300 individus. Alors, le problème de la stat, c'est qu'il faut s'imaginer que les statistiques, c'est comme un microscope, quoi. Donc, et le nombre de populations, c'est un peu ta focale de microscope. Quand tu veux mettre en évidence une différence, si tu prends 2 points et que tu te mets assez rapproché et que tu te mets à 10 mètres, tu vas te dire, en fait, les 2 points, ils sont pas séparés, ils forment un point. Et plus tu vas te rapprocher, plus tu vas voir la séparation. Et en fait, en stat, un moyen de faire cette un peu analogie, c'est d'augmenter en fait le nombre de gens que tu vas analyser. Donc l'avantage que nous, on a à l'adresse, c'est qu'on peut regarder en fait tous les patients qui ont été admis en réanimation ou en soins critiques pour Covid-19. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça représentait plusieurs dizaines de milliers de malades. Hein. Et quand on regardait ça, et quand on utilisait des méthodes statistiques complexes, c'est-à-dire que quand on annulait l'effet des autres covariables, à savoir l'âge, les comorbidités, la gravité à l'admission, le fait d'être bénéficiaire de la CMU ou de l'AME te conférait quand même un surrisque de mourir en réanimation de Covid-19. Et le fait d'être issu d'une zone géographique qui était plus fragile en termes d'indicateurs de santé, te conférait là aussi un surrisque de décès de Covid-19. Donc nous, ce qu'on a mis en évidence, c'est que les inégalités de santé, pour les patients admis en réanimation en Covid-19, ont un impact négatif sur le pronostic des malades. Est-ce qu'il y a déjà eu une étude qui montrait pas de différence sur d'autres pathologies bien spécifiques ? Alors, tu as d'autres études qui avaient mis en évidence, qui avaient regardé ça, déjà sur du tout venant, c'est-à-dire que tous les malades qui rentraient en réanimation, alors, il y a des études qui ne retrouvaient pas d'effet. Notamment en France, je te l'ai dit au début, tu as des études françaises qui ont regardé ça et qui, une fois que tu mets à tout âge égal par ailleurs, à tout antécédent égal par ailleurs et tout, quand tu regardes spécifiquement en fait les inégalités de soins, en utilisant des techniques, tu vois, qui ajustent sur les autres facteurs de risque, tu ne retrouvais pas d'effet. Et si tu veux, nous, c'était un peu... on a même été d'ailleurs un peu surpris, parce que je te disais, en fait, en préambule, tu vois, de l'entretien, là, c'est que on avait l'impression que le système de santé français, au moins, il te protégeait de ça une fois que tu arrives, tu vois, en structure de soins. Et malheureusement, c'est probablement pas le cas. Ça pose une vraie question d'équité dans les soins intensifs. Alors du coup, toi, comment cette donnée que tu as probablement depuis plusieurs mois, comment ça t'a changé ta façon de travailler, d'appréhender les malades, la famille, en fonction du niveau social pour lequel peut-être avant tu
n'y portait pas autant d'importance? Bah, si tu veux, en fait, on a effectivement, en fait, ça repose, tu vois, un fondement assez important, notamment, tu sais, dans notre serment d'Hippocrate, où on dit qu'on soignera, peu importe, tu vois, tes origines, peu importe tes revenus, peu importe ton lieu de résidence ou un truc comme ça. Et ben, en fait, probablement qu'il faut s'adapter. Probablement qu'effectivement, les patients qui arrivent avec une inégalité de soins, parce que tu sais que, bah, tu vois, ils ont une fragilité, tu vois, socio-économique, et ben ouais, probablement qu'il faut être plus vigilant sur les soins que tu vas apporter et considérer comme de facto des patients qui sont plus graves. Mmh. Et donc, bah, mais si tu veux, c'est compliqué parce que malheureusement, c'est des facteurs sur lesquels toi, en tant que médecin, une fois que tu le constates, tu vois, c'est comme l'âge. On sait que les personnes les plus âgées sont plus qu'à risque de décéder. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais tu peux pas lutter contre quelqu'un qui est plus vieux. Tu vois, tu peux pas le rajeunir. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être plus vigilant, tu peux faire plus attention, tu peux, mais en réalité, tu peux difficilement, tu vois, la vigilance ou l'attention, c'est des concepts, tu vois, qui sont, qui sont très, très, comment je pourrais dire? C'est pas Subjectif éthique d'être aussi. plus vigilant pour Ouais. un patient versus Bah, ouais, l'autre. c'est Tu vois ça, ce que ouais, je veux bien sûr, dire, tu ouais, ouais, vois? c'est ça. Et donc, je pense que si tu veux vraiment modifier tes pratiques, c'est même pas à l'échelle du praticien. En fait, c'est à l'échelle en fait des politiques de santé, quoi. Mmh. C'est-à-dire, il faut essayer de faire en sorte de niveler par le bas l'impact négatif des inégalités de soins. Comment tu fais? Bah, en fait, il faut lutter contre les inégalités de soins en France. Ouais. Ça passe par la prévention, dès le plus jeune âge. Ouais, J'ai exactement. vu qu'il y avait une donnée qui montrait que la différence agit, mais dès les premiers mois, en fait. Ouais, et ben en fait, si tu veux, dans la définition des inégalités de soins, Mmh. par définition, ça se définit même dès la grossesse, Ouais, c'est-à-dire c'est ça, avant même ouais, c'est ta ça, exactement. naissance. Ouais, c'est ça. D'accord? Donc avant même ta naissance, tu sais, on dit les hommes naissent tous égaux en droit. Mmh. Donc ça, c'est un fondement, c'est un des fondements, des principes fondamentaux, tu vois. Et ben en réalité, tu vois, en termes d'exposition aux soins, bah, dès ta naissance, tu vois, on n'est pas conféré de la même protection vis-à-vis de cela. Et on sait que dès le plus jeune âge, si tu améliores pas, si tu essayes pas de lutter contre cela, en fait, la différence, elle va s'aggraver. L'impact, il va s'aggraver. Et donc, tu le dis, ça passe par l'éducation. Ça, c'est un des facteurs qui est probablement un des plus déterminants. La place de l'éducation pour lutter contre les inégalités des soins, elle est importante. Or, aujourd'hui, en fait, ben, on a au sein... Alors, c'est compliqué hein, d'incriminer l'école publique parce que c'est pas vraiment le rôle non plus de l'école publique là-dessus, mais aujourd'hui, tu vois, on va t'exposer à plein de fondements d'apprentissage, tu vois, différents. Mais, tu vois, à l'école, on va pas t'apprendre à comment il faut faire pour être en bonne santé, tu vois. Tu vois, par exemple, la médecine de prévention, en France, finalement, on n'est pas très fort en termes de médecine de prévention. Alors, on a des campagnes publicitaires, mais si tu veux, aujourd'hui, tu interroges n'importe qui dans la rue, tu vas interroger 10 personnes dans la rue. Dès que tu vas parler de prévention, tu vas parler de restriction des libertés fondamentales. C'est-à-dire que tu vas parler de prévention, tu vas dire oui, la prévention, c'est on peut plus fumer là où on veut. Oui, on va me forcer à vacciner parce que voilà. Oui, on va me forcer à porter un masque alors que honnêtement, moi, ça me gêne. Tu vas porter atteinte sur la liberté fondamentale. Or, on est un pays où la liberté fondamentale, elle est, tu vois, c'est un de nos principes les plus souvent rapportés, les majeurs, tu vois. Ouais, c'est la balance entre coercition de la population, obligation, Ah bah, incitation. de manière générale, la médecine préventive, c'est une augmentation de la coercition. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc ça, c'est souvent mal vécu, tu vois. Et par exemple, si on peut prendre un autre modèle, il y a un modèle de santé, tu vois, qui est très à la mode en ce moment, c'est le modèle nordique. Donc c'est le modèle de système de santé qui est pratiqué tel en Suède ou en Norvège, où en fait ce système de santé, alors il y a plein de différences avec le système de santé français, mais la place de la médecine préventive, en fait, c'est un pivot en fait sur le modèle nordique. La médecine préventive, c'est le pivot. Et c'est assez logique. Le meilleur moyen de ne pas mourir d'une maladie, c'est encore de ne pas l'attraper. Ouais, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Donc, et c'est en plus, c'est un des moyens les plus efficaces et c'est un moyen qui coûte le moins cher. Alors qu'en France, on a un système qui est très curatif. Et d'ailleurs, ça se voit, nous, quand on voit des malades, quand tu regardes les ordonnances de nos malades, tu vois, C'est des catalogues. bah, c'est des catalogues. À la fin, on se retrouve avec une liste de 5, 10, 15. Moi, je me souviens, le record que j'ai vu sur une ordonnance, tu vois, c'est 42 médicaments. Enfin, 42 lignes, tu vois, parce que dans le lot, tu vois, tu as t'as des capteurs de surveillance et tout, mais 42 lignes, tu vois. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand tu demandes aux patients est-ce que vous êtes atteint d'une maladie telle que l'hypertension artérielle et le diabète, qui sont quand même les deux premières principales causes, tu vois,
Morbimortalité. de morbimortalité en France. Les pathologies cardiovasculaires, c'est probablement... là, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense que tu vois, ça doit se tirer le mou, tu vois, avec le cancer, tu vois. Mais le fait d'être hypertendu et d'être diabétique, à partir du moment où tu as un patient qui prend des médicaments contre l'hypertension et contre un diabète, qui est équilibré, il est plus malade. Les gens te disent, ah non, mais moi, j'ai pas de tension, j'ai pas de diabète, parce que, tu vois. Mais tu es déjà dans du curatif. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est incroyable. Tu n'es plus dans la préventif là-dessus. Mais je recevais un député européen qui disait qu'1 euro investi en prévention pouvait économiser 5 euros en curatif. C'est ce qu'on dit, ouais. C'est ce qu'on dit. Alors après, C'est entre ce 3 qu'on et dit. 5. C'est ce qu'on dit, ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est les modèles européens. Enfin, c'est prouvé que c'est plus efficace. Et au niveau, il y a une telle inertie au niveau de l'Union européenne pour appliquer ces modèles en France. Enfin, je veux dire, ces modèles nordiques en France, c'est ça, je pense, une des clés pour pouvoir contre l'inéquité en France d'accès aux soins. Quoi. Vraiment... Ouais, alors après... Bon, moi, je t'ai parlé du modèle nordique parce que c'est le premier exemple, tu vois, qui me vient comme ça, but en blanc. Mais après, je suis pas un expert après en termes de politique de santé. Donc, j'aurais raison gardée, tu vois, là-dessus. Mais je pense qu'en fait, là où ils ont été assez novateurs, c'est que, en fait, t'as pas plus de... Bon, déjà, en fait, la Scandinavie ou tous ces modèles-là, ils ont été tout de suite exposés à la notion de désert médical. C'est-à-dire que les mecs qui vivent au fin fond de la Laponie, tu vois, où ils ont une densité médicale, ou tu vois, par exemple, comme au Canada, tu vois, où ils ont une densité médicale extrêmement, tu vois, parfois... Et donc, ils ont dû s'adapter tout de suite à cette caractéristique en essayant de dire, mais comment on fait pour offrir la même qualité de soins, tu vois, pour les patients qui habitent au fin fond de la Laponie versus les patients qui habitent au centre-ville de Stockholm. Je dis pas que c'est... Helsinki. Ouais, bon, d'accord, tu m'as compris. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis pas qu'ils ont un modèle parfait et que c'est réussi. Mais si tu veux, eux, ils ont pris, tu vois, cette notion-là d'emblée. Alors que finalement, quand tu regardes, nous, en France, on a attendu qu'il y ait la notion de désert médical qui arrive. On a attendu qu'il y ait cette notion-là pour qu'on commence à voir les premières, tu vois, mesures qui commencent à arriver. Et d'ailleurs, quand tu vois les premières mesures, en plus, si tu veux, on peut en parler, mais elles sont très... elles commencent à devenir coercitives, tu vois, vis-à-vis des docteurs, comme si la seule et unique raison pour laquelle il y a des déserts médicaux, c'est parce qu'en fait, les docteurs veulent pas s'installer, tu vois, dans les zones de déserts médicaux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça pose des vrais problèmes de fuite de politique de santé pour responsabiliser les médecins, pour dire que c'est à cause des médecins qu'il y a une inégalité en santé et des déserts médicaux, alors qu'en fait, c'est... Ouais, tu vois, on est en train de dire, si vous avez des déserts, c'est à cause des médecins. Oui, non mais si tu veux... Moi, à un moment donné, je pense qu'il faut être rationnel dans ce discours-là. Il n'y a pas un fautif. Il y a plusieurs fautifs. Tu as les politiques et les gouvernants, tu vois, qui n'ont pas su anticiper et n'ont pas su, tu vois, alors que c'est leur rôle, tu vois, initialement, tu vois, et qui n'ont pas su anticiper cette procédure-là. Et puis, oui, on ne va pas se mentir aussi. Tu as aussi le fait que les nouvelles générations, tu vois, de médecins, mais dont j'en fais partie aussi, tu vois, n'ont plus la même volonté, tu vois, de pratiquer la médecine comme l'ont fait, par exemple, nos aînés, tu vois, qui avaient ce côté très sacrificiel sur leur manière d'envisager le travail. Mais ce qui est rigolo, c'est que cette manière-là d'envisager le travail, elle ne concerne pas que les médecins, en fait. Quand tu vois les vieux enseignants, tu vois, ils passaient un peu leur vie au boulot. Tout le monde, en fait. En fait, on vit dans une génération où nos aînés voyaient le travail comme axe prioritaire de vie. Les nouvelles générations voient le travail comme un des moyens, tu vois, de vivre, tu vois, de manière générale, mais pas comme finalement un axe prioritaire. Ouais, une sorte de solidarité en fait professionnelle qui disparaît, qui se dilue un petit peu au cours du temps, mais qui probablement est plus subtile que ça. C'est-à-dire que il n'y a peut-être pas suffisamment de moyens. D'ailleurs, est-ce que toi, en réanimation, tu as tous les moyens que tu aimerais avoir pour pouvoir travailler en termes de paramédicaux, médicaux, etc. Évidemment, je vais surprendre personne. L'hôpital, le système de santé en France est un système en tension d'effectifs. Le métier d'infirmier, le métier d'aide-soignant, le métier d'agent de service hospitalier, tous les autres métiers paramédicaux, ne sont plus des métiers qui attirent comme avant. Et donc, on se retrouve à devoir avoir parfois des fermetures de lits intempestives parce que tu n'as pas d'infirmier, tu n'as pas d'aide-soignant, tu vois, pour assurer la surveillance et la qualité des soins que tu veux faire. Mais aussi, maintenant, et c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau,
c'est que tu as des hôpitaux où, comme tu n'as plus de médecins, tu as la moitié du service qui ferme aussi. Et donc, effectivement, c'est le premier moyen, tu vois, qu'on peut souligner, le premier manque de moyens qu'on peut souligner, comme tu le disais, c'est le manque de moyens d'effectifs. Après, pour ce qui est des moyens, tu vois, techniques, moi, à mon humble expérience, j'ai jamais souffert d'une altération, tu vois, du soin donné en dehors de la période de la crise Covid, qui était une période, tu vois, très particulière. Mais on s'est retrouvé à devoir soigner 3 fois plus de malades. En tout cas, moi, dans mon hôpital, à l'époque où j'étais, on avait un service de réanimation qui faisait 15 lits. On s'est retrouvé à devoir réanimer parfois 45 malades en même temps. Donc effectivement, là, dans cette situation-là de surcharge et de surtension hospitalière, on s'est retrouvé un peu démuni d'un point de vue matériel. Mais indépendamment de ça, je me suis rarement retrouvé démuni, ou en tout cas sans moyens pour pouvoir soigner les gens. Ça peut arriver que tu aies des médicaments qui sont plus en tension, mais on a toujours, jusqu'à présent, on a toujours des équivalents. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que on a des alertes. Et ces alertes-là, tu vois, des alertes, tu vois, de départements, tu vois, du biomédical, des pharmacies qui te disent, bon, bah là, on est très en tension sur telle molécule, on va être très en tension sur tel matériel. Et ça, c'est des alertes qu'on n'avait pas avant. Donc, la perspective d'abondance de biens dont on disposait avant, elle est en train de se réduire. Et probablement que dans les années à venir, ouais, on va être potentiellement exposé à du déficit matériel, quoi. Alors, moi, ça me pose la question de la souveraineté. De la production de nos médicaments et de nos dispositifs de santé. Par rapport aux données de santé et par rapport à la souveraineté de nos données de santé. Est-ce qu'on peut en parler de où sont stockées ces données de santé que tu utilises et que pour sortir des données qui sont les plus objectives possibles, parce que c'est quand même des données, tu publies pas, toi, pour un éditeur privé, enfin, tu utilises des données publiques. Ce qui est une grande différence de données privées, publiées dans des articles privés d'éditeurs privés. Voilà, est-ce que tu veux nous parler un peu de ça, d'hébergement des données de santé publiques en France et la fragilité, les enjeux? Bon. Alors ça, si tu veux, c'est un sujet qui est très particulier. Alors moi, je suis pas bioinformaticien. Donc si tu veux, tout le côté un peu technique sur comment sont hébergées, tu vois, les données de santé, je ne serais pas à même de te décrire spécifiquement, tu vois. Tout ce que je peux te dire, c'est que le SNDS, il n'est pas hébergé dans un cloud, tu vois. Donc c'est de l'hébergement physique. Le seul problème, c'est que qui dit hébergement, tu vois, physique, dit qu'il faut indubitablement augmenter tes capacités d'hébergement, parce que quand tu génères des millions de séjours ou des millions, tu vois, de données liées à des remboursements d'actes médicaux, et que tu fais ça depuis 2009, ce qui est à peu près la date de création, tu vois, du SNDS. Je parle du SNDS parce qu'avant, tu avais d'autres systèmes, tu vois, de recueil de données de santé. À un moment donné, il faut que tu puisses les stocker, et en fait, forcément, tu t'aperçois que faut en stocker de plus en plus. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va être obligé, tu vois, de trouver des solutions, et notamment par des solutions par le cloud ou par, tu vois, d'autres systèmes. Qu'est-ce que dit... alors, il faut savoir qu'en fait, déjà, l'utilisation des données de santé, en France, elles sont très réglementaires. Tu as une loi. Tu ne peux pas utiliser tes données de santé comme ça. Tout ça, c'est bien cadré, ce qu'on appelle les RGPD, d'accord. Et donc, tu dois souscrire à certains critères avant de pouvoir, tu vois, utiliser tes données de santé, et notamment à visée de recherche. Ce que je peux te dire, c'est qu'au sein du SNDS, les données de santé, elles sont pseudo-anonymisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sauf catégorie très spécifique de personnes qui ont des accès, donc c'est essentiellement en fait ceux qui, les bioinformaticiens qui permettent, tu vois, la construction, tu vois, du SNDS et la maintenance du SNDS, tu ne peux pas avoir accès à des données, ce qu'on appelle dit identifiantes. Donc tu vois, moi par exemple, quand je rentre dans le SNDS et que je fais une analyse, tu vois, de données, eh bien, je n'ai aucun moyen de savoir, tu vois, qui est un individu. J'ai pas accès à la date de naissance, j'ai pas accès au NIR, tu vois, les numéros d'identifiant, en fait, ce sont des NIR, donc qu'on appelle ton numéro de sécurité sociale, qui a été modifié par des algorithmes de manière
tu vois, assez robuste. C'est chiffré, ouais, c'est chiffré. Ouais. Je n'ai pas accès au lieu de résidence, tu vois. D'accord. J'ai même pas accès aux dates. Je peux Ça- même pas te dire, tu vois. Je sais te dire que la personne a été hospitalisée à tel endroit parce que j'ai ce qu'on appelle les numéros finesse. Les numéros finesse, c'est les numéros d'identification en fait des structures hospitalières. Mais je peux pas te dire les dates. C'est les durées de séjour, elles sont réelles, mais les dates, tu vois, en l'occurrence, elles sont pas. Moi, en tout cas, j'y ai pas accès. Ça veut pas dire que moi, j'y ai pas accès. Ça veut pas dire que d'autres n'ont pas accès. Tu vois, que Ouais, tout bien le monde sûr. n'a pas accès. Mais il y a une certaine sécurité avant de pouvoir accéder évidemment au système national de données de soins. Je peux pas y accéder non plus comme ça. Ouais. Il faut que tu sois accrédité pour le faire. C'est une formation qui dure plusieurs mois. Et puis à l'issue de cette formation, ben, on te donne des accès et puis on te donne un token avec des mots de passe qui changent toutes les minutes pour pouvoir accéder comme ça au portail du SNDS. Donc si tu veux, il y a quand même, depuis le début, il y a quand même, je trouve, une importance et une vigilance qui a été apportée pour la protection, tu vois, des données de soins. Après, la question, c'est à qui ça appartient, ces données de soins. Et si tu veux, alors là, il y a un débat qui est assez novateur. C'est-à-dire que tout de suite, au début, quand des gens, en fait, quand on a commencé à voir émerger les entrepôts de données de santé, il y avait la question très centrale qui était que les données de santé sont à la propriété des malades. Donc toi, tu es malade, tu vas générer des données de soins parce que tu vas avoir été hospitalisé. Et donc, tu peux très bien te dire, bah, moi, je n'ai pas envie que mes données de santé soient utilisées. Et évidemment, encore aujourd'hui, tu as tout à fait le droit de te mettre en opposition sur l'utilisation de tes données de soins. On ne demande pas aux gens, souvent, avant une hospitalisation. Alors non, on ne demande pas aux gens, mais maintenant, la plupart du temps, quand tu regardes, tu vois les sites internet, tu vois des structures hospitalières, il y a quand même des mentions, tu vois, qui sont apportées. Quand tu regardes le site de la PHP, quand tu regardes aussi, il y a pour moi, un des meilleurs exemples d'entrepôt de données de santé, c'est celui du CHU de Nantes. Donc je vous invite à voir. Il y a plein d'interventions du PUPH de l'entrepôt de données de santé, qui est Pierre-Antoine Gouraud, qui est un mec qui est passionnant à écouter. Et si tu veux, il y a toutefois quand même il y a une nouvelle émergence de la donnée de soins qui pendant longtemps était considérée comme une valeur patrimoniale, donc ça appartenait aux malades. Et aujourd'hui, on est tendance à considérer que la donnée de soins est plutôt une valeur plutôt apparentée culturelle. L'exemple typique, c'est la 5e symphonie de Beethoven. Est-ce qu'elle appartient à Beethoven? Elle n'appartient pas à Beethoven. Elle représente Beethoven. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette 5e symphonie, évidemment, sans Beethoven, on ne l'aurait jamais eu. Mais sans l'orchestre pour la jouer, sans la salle pour l'écouter, tu vois, sans le chef d'orchestre, tu vois, pour l'interpréter, tu vois, sans les moyens de l'enregistrer aujourd'hui, tu vois, bah, tu pourrais pas en profiter de cette 5e symphonie. Tu vois où je veux en venir? Et aujourd'hui, les données de soins, évidemment, le patient a un rôle pivot, tu vois, dans la création de la donnée de soins. Mais si tu n'as uniquement le patient, tu peux pas créer une donnée de soins. Il te faut aussi le matériel, tu vois, pour pouvoir enregistrer, tu vois, les différents paramètres cliniques. Il te faut le professionnel de santé qui va délivrer du soin, tu vois. Évidemment, le paramédical qui va pouvoir assurer l'enregistrement. Et donc, si tu veux, il y a un nouveau mode de pensée. Moi, si tu veux, je ne prends pas parti là-dessus, mais si tu veux, il y a un nouveau mode de pensée qui laisse suggérer qu'une donnée de soins, c'est quelque chose qui va au-delà de la représentation d'un simple individu. Ça va aussi dans la représentation des professionnels qui vont prendre en charge les individus. Tu vois, typiquement, moi, avec une donnée de soins, ouais, je peux faire la différence entre une personne versus une autre, mais je peux aussi faire la différence entre un docteur versus une autre, ou un hôpital versus un autre. Tu vois où je veux en venir? On en avait parlé. Et donc, ouais. et donc, si tu veux, il y a cette mouvance-là qui commence à essayer de mettre, je dirais pas un peu moins d'importance sur la relation patient, mes données de soins, mais qui commence à apporter en fait un peu plus d'importance de tout ce qui va transiter, tu vois, autour du malade. Tu m'en parlais, on avait eu un entretien déjà il y a plusieurs mois, où tu me disais que tu pouvais évaluer aussi la compétence, l'efficacité de certains médecins dans certains territoires, Ouais, où tu pouvais exactement. cross-matcher ces deux données Exactement. et voir un petit peu l'impact d'un centre hospitalier ultra efficace, ou en tout cas, avoir un peu des données de ressources pour pouvoir peut-être mieux répartir à l'avenir ou mieux réguler. Alors, Ouais. régulation ou contrôle, le biopouvoir de Foucault, ça ramène quand même un peu direct, ça pose quand même des questions éthiques.
Bah, évidemment. Voilà, Évidemment. importante en termes de confidentialité, de robustesse, de surveillance Bah, des données. Mais ouais. quelque part, ça donne de l'information utile peut-être à l'avenir, mais comment sera utilisé, voilà, ça pose des vraies questions à l'avenir. Bah, ça pose des questions. Mm. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, quand tu regardes, tu vois, il y a le sujet aussi, tu vois, des petites maternités. Mm. Aujourd'hui, on sait que plus tu fais, en fait, que tu as un seuil. Alors, je suis pas gynéco-obstétricien, je suis pas un énorme spécialiste de la question, mais on sait que pour une maternité, il faut pas faire trop d'accouchements parce qu'au-delà d'un certain nombre d'accouchements, bah, en fait, ça devient une espèce d'usine, donc ça devient une prise en charge un peu délétère, tu vois, délétère pour les malades. Tu diminues en qualité Donc tu diminues un au peu en dépend de la qualité, tu quantité, vois, de soins. Mais il faut pas non plus en faire pas assez, Mm. parce que si tu n'en fais pas assez, tu n'accumules pas assez d'expérience. Et donc on sait, tu vois, moi, pardon, dans ma pratique de réanimation où je suis exposé, tu vois, quotidiennement à des situations d'urgence vitale, tu vois, eh ben, je suis déjà plus pareil aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans que je fais de la réanimation, qu'il y a 10 ans, et la première fois que j'ai été confronté à un arrêt cardiaque, à une personne qui était en train, tu vois, d'étouffer devant moi, parce que tu as le facteur manque d'expérience un peu stressant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on sait que bah, à l'échelle d'un établissement de santé, plus l'établissement de santé va être exposé, tu vois, à des situations potentiellement à risque, plus, bah, en fait, il va accumuler des compétences. C'est exactement comme un chirurgien. Un chirurgien, au début, quand il veut acquérir une nouvelle technique, bah, on sait que les complications liées à la technique, elles sont un peu plus nombreuses au début qu'elles le sont une fois qu'il a pratiqué 100 fois, 1000 fois, tu vois, la technique chirurgicale. Ça, c'est quelque chose, tu vois, qui est bien démontré dans la littérature, tu vois. Et c'est pas que dans la médecine, de manière générale. Et donc, si tu veux, cette manière d'utiliser les données de soins, effectivement, fait appel à bah, qu'est-ce qu'on va en faire plus tard. Qu'est-ce qu'on va en faire plus tard? C'est-à-dire, est-ce que ça va être un moyen de réorganiser, tu vois, le système de santé, mais de manière, tu vois, très dynamique, c'est-à-dire bah, en fonction des saisons, en fonction des zones épidémiques. Tu vois, par exemple, on a traversé une épidémie de grippe, tu vois, qui a été assez cognée, tu vois. Bah, est-ce que dans ces conditions-là, on va privilégier, tu vois, l'ouverture, la transformation un peu mobile, tu vois, des établissements de soins pour pouvoir mieux accueillir et dans, tu vois, de meilleure qualité, pas juste une ouverture de lits, parce que si tu ouvres des lits supplémentaires sans augmenter, tu vois, les moyens humains et les moyens techniques, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais, et à l'inverse, bah, le risque, c'est de se dire, bah là, en ce moment, en fait, il y a très peu de malades ou il y a très peu d'accouchements, bah, on va fermer des maternités. Et on le voit qu'en termes de politique locale, quand tu touches un peu, tu vois, aux structures hospitalières locales, ça fait grincer des dents tout de suite, mais à juste titre. Il faut se mettre aussi dans la peau des gens qui vivent, tu vois, dans les zones, tu vois, rurales, où déjà, il y a de moins en moins de médecine libérale, tu vois. Dès qu'il y a de la médecine libérale, un peu, les délais de rendez-vous, ils sont hyper importants. Le message que tu donnes quand tu dis, bah, en fait, on va fermer transitoirement, tu vois, un service d'urgence ou un service, tu vois, de maternité, parce que c'est pour votre bien, ça, Ouais. même si potentiellement, tu vois, tu peux l'expliquer par A plus B que ce sera pour le bien. En termes de réception, c'est compliqué, tu vois. Ouais, ça fait un lien avec la médecine personnalisée, où justement tu vas pouvoir profiler les patients, les populations de patients Mhm. et les offres de soins de façon un peu dynamique à Ouais. l'avenir. Ouais. Mais est-ce que c'est pas justement l'ouverture à encore d'autres sortes d'inégalités? Parce qu'on a parlé du sexe, de l'alimentation, du Ouais. sport, enfin du Ouais. genre, de l'alimentation, etc., du mode de vie. Ouais. Mais justement, est-ce que l'inégalité sur la fracture numérique, sur le... Alors, Voilà. c'est toute la question de est-ce que plus tard, les outils numériques ou tout ce qui va toucher un peu avec l'émergence, tu vois, de l'intelligence artificielle va pouvoir diminuer les inégalités de soins. On le voit, je reviens au modèle nordique. Modèle nordique, là où ils ont un des moyens où ils ont lutté contre la désertification médicale, c'est qu'ils ont investi à mort sur tous les services de télémédecine et sur, tu vois, le premier triage par les chatbots de santé. Mais ils ont investi de manière à mort là-dessus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas que développé des outils, ils se sont assurés que peu importe où tu te trouves sur le territoire, tu as une connexion Internet de très haute qualité, que tu sais l'utiliser. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, tu parlais de la fracture numérique, mais c'est bien beau de vouloir ouvrir des maisons de santé dématérialisées, des cabines de télédiagnostic, de télémédecine, ou des trucs comme ça. Mais si tu le mets, tu vois, mais si tu le mets dans des endroits où la 5G elle passe pas bien, tu vois, où les personnes ils savent pas l'utiliser, ils savent pas comment ça fonctionne, tu vois, bah, en réalité ça sert pas à grand chose.
Et donc, avec l'éducation, depuis tout à l'heure, tu parles de l'éducation, mais en fait, c'est une et éducation donc, constante. c'est sûr que le numérique et l'IA, ça offre des perspectives, tu vois, très importantes pour lutter contre les inégalités de soins. Moi, je pense en tout cas que ça offre des inégalités importantes. Attention toutefois de la manière dont tu vas l'implanter, Bien sûr. parce que le risque d'accroître d'autres inégalités de soins vis-à-vis de ton appétence vis-à-vis de ces outils-là, bah, il peut être aussi majeur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, hein. Bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faut s'assurer que, tu vois, ça puisse être fait dans les meilleures conditions, quoi. Parce que, voilà. Alors, du coup, toi, si tu étais 577 députés, Hmm. qu'est-ce que ça fait beaucoup. Qu'est-ce que tu proposerais comme loi, là, à court, moyen, long terme? Waouh. C'est compliqué comme question, hein. C'est voilà, un peu pour casser le rythme, pour voilà. Voilà, qu'est-ce que pour toi, qui a un peu le recul justement des stats, vraiment tu as la double casquette, c'est-à-dire la vision du terrain, tu es réanimateur au quotidien, Ouais. et tu as le côté hyper abstrait où tu peux Je suis zoomer. réanimateur en plus en zone tendue. Voilà. Tu vois, moi, je travaille dans un vrai gros désert médical en plein cœur d'une cité. Voilà. Donc, je suis très, très exposé justement à cela. Écoute, à court terme, en fait, bon, là, tu es au courant, il y a une loi qui a été votée. On ouvre on ouvre totalement le numerus clausus et on ajoute un peu de coercition à l'installation. Bon, est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je pense que c'est pas. Je pense que ça fait partie des solutions qui doivent être mises sur la table. Mais je pense que si on. Enfin, je suis convaincu que si on imagine une seule seconde que ouvrir le numerus clausus et mettre un peu de coercition, tu vois, sur de la régulation, tu vois, à l'installation des médecins, va régler le problème de l'inégalité d'accès aux soins, je pense qu'on se met le doigt dans l'œil. Parce que, si tu veux, le problème, et d'ailleurs on l'a vu, le problème, c'est pourquoi il y a des déserts médicaux qui sont installés. C'est pas parce que les médecins ont d'un coup refusé de s'installer dans des endroits pareils, tu vois. C'est tout simplement parce qu'en fait, politiquement parlant, toutes les zones ont été, tu vois, grandement délaissées par, tu vois, les gouvernants. Je veux dire, moi, j'ai grandi dans un village qui faisait 97 habitants, en plein cœur de l'Orne. Donc, inutile de dire que j'ai grandi en zone rurale. Quand j'ai grandi, il y avait... En plus, j'ai l'impression, tu vois, de parler, tu sais, comme si j'étais, tu vois, un vieillard, même si je commence à avoir de l'âge. Mais moi, quand j'ai grandi, dans mon village, il y avait un bar, il y avait une boulangerie, tu vois, il y avait une poste. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il s'avère que j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Il y a plus de poste, il y a plus de boulangerie et il y a plus de bar. Et je peux te dire que dans les villages, tu vois, ruraux, à partir du moment où tu n'as plus de bar, c'est que ça commence à devenir un sacré désert médical. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça devient même, tu vois, une sacrée zone reculée. Tu vois C'est-à-dire ce que le je veux médecin dire? traitant, il consultait dans le bar? C'était presque ça, Non, mais... c'était pas ça, mais Ouais. tu vois où je veux en Bah, venir, bien tu sûr, vois. bien sûr. Tu vois où je En veux fait, en il n'y a plus de venir. liens sociaux, tout Et, part du euh, lien social. C'est-à-dire que et qu'on mette de la régulation à l'installation, même pour les médecins qui ne sont pas des fonctionnaires. Après tout, on le fait pour plein d'autres métiers. Moi, tu me demandes mon avis, moi, ça me choque pas, tu vois. Mais aussi, ça me choque pas parce que j'y bosse, moi, dans une zone de désert médical. Donc, je considère que c'est des zones qui sont aussi importantes, tu vois, à traiter. Mais je pense qu'il faut utiliser, tu vois, d'autres moyens. Après, quels sont les autres moyens? Bon, à court terme, c'est compliqué quand même, tu vois, à court terme, de se dire qu'on va changer comme ça, en l'espace de quelques mois, tu vois, ton offre d'accès aux soins, tu vois, à ce niveau-là. Attends, Alors, juste excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse. Entre guillemets, quand tu dis qu'il n'y a plus de poste, plus de boulangerie, plus de bar, c'est-à-dire que si tu mets une maison médicale avec un médecin, ça pose aussi la vraie question du bien-être, de la santé, justement du soignant, qui va se retrouver dans un désert médical sans aucun mais commerce, et donc il va probablement proposer une offre de soins. Il va pas être épanoui dans son travail. C'est pour ça que tu dis que en, la justification, c'est ça aussi. C'est-à-dire en qu'en fait, fait, c'est des faux moyens. Il y aura plus, voilà, il y a de mettre un médecin au milieu de nulle part sans ouais, ouais. aucune ressource pour lui, pour qu'il se sente heureux. Enfin, moi, c'est mon concept personnel. Je pense qu'un soignant doit être avant tout en bonne santé mentale et physique Ben, et faut sociale. regarder, Et sociale. faut regarder ce qui marche ailleurs. Voilà. Et en fait, ce qui marche ailleurs, quand tu regardes par exemple, tu vois, je prenais aussi l'exemple du Canada, qui n'est pas un système de santé parfait, loin de là, tu vois. Ou même, tu vois, au Japon, qui est un très bon système de santé.
Mais le Japon, c'est un cas très particulier parce qu'en fait, ils ont des zones extrêmement denses et ils ont des zones beaucoup moins denses, mais ils ont des zones, tu vois, les zones vraiment moins denses, elles sont vraiment, on n'est pas loin de la sous-population, tu vois, dans ces zones-là. Mais ce qui marche, ce qui a beaucoup marché, c'est que on n'a pas fait de la coercition pour un médecin, comme tu le dis. On n'a pas forcé en fait les médecins généralistes à aller s'installer, tu vois, à un endroit, mais on a favorisé, tu vois, la création de maisons pluridisciplinaires où, évidemment, tu vois, tu vas pas faire en sorte qu'il y ait un médecin, mais tu vas faire en sorte qu'il y ait plusieurs médecins, des paramédicaux, un labo, une offre de radiologie, parce que en réalité, le mec qui va arriver tout seul là-bas, qui va vouloir faire son métier, il va se retrouver dans un endroit où, en fait, pour faire de la bonne médecine, bah, évidemment, il faut des compétences individuelles, mais il faut quand même aussi, tu vois, avoir tout un Mhm. tas de compétences intersectorielles dont tu n'as pas forcément la main. Il faut que tu saches quel est le laboratoire, tu vois, qui va faire le labo, quel est le centre d'imagerie le plus à côté, quels sont, tu vois, ton réseau de spécialistes qui peut recevoir, tu vois, ton malade pour un avis, qui va pouvoir te donner l'avis, tu vois, à court terme, ou qui va pouvoir réceptionner ton malade à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, il faut un maillage Et particulier. pendant très longtemps, on a pensé que ce qui pourrait favoriser l'installation, tu vois, des médecins dans les zones les plus reculées, bah, ce serait de l'incitation financière parce qu'on a mis en place des Mhm. primes à l'installation ou des opérations d'exonération fiscale. En fait, ça marche pas parce que les mecs, en fait, ils veulent pas s'installer. Ce qui gêne, en fait, là-bas sur l'installation, c'est que les mecs, en fait, ils veulent pas gagner plus d'argent. On a un métier, on a la chance de faire un métier, tu vois, qui nous confère, tu vois, un statut quand même assez confortable en France. Et les mecs, ils n'ont pas besoin de plus. Les mecs, ce qu'ils veulent juste, enfin, je dis, les médecins, en plus, on est, en plus, enfin, c'est une profession, tu vois, qui est majoritairement féminine. Notre profession, les jeunes médecins qui veulent s'installer, ne veulent pas faire de la mauvaise qualité. C'est surtout ça qu'ils veulent, tu vois. Et l'isolement est un des facteurs, je pense, moi, Mhm. déterminants à l'installation d'un endroit ou d'un autre. Je te prends l'exemple, moi je connaissais quelqu'un qui était généraliste, et en fait il avait fait son stage dans une maison médicale, dans une zone de désert médical, tu vois, du 94. Tu vois, il est dans sa maison médicale, ça se passe hyper bien intégré, il est hyper content de ses conditions de travail, avec la patientèle, ça se passe hyper bien, il commence, tu vois, à se sentir professionnellement hyper bien, tu vois, installé. Et en l'occurrence, elle envisageait, tu vois, de vouloir s'installer. Elle envisageait de vouloir s'installer là, tu vois, pour de poser sa plaque et de s'installer au sein de la maison médicale. Quand elle l'a fait, on lui a refusé l'installation parce qu'en fait, elle bénéficiait d'un contrat, tu vois, de financement pendant son internat. Et on lui a refusé parce que la zone dans laquelle elle s'installait, qui était pourtant une zone de désert médical, n'était pas considérée comme suffisamment importante, tu vois. Et donc, on lui dit, bah, vous allez vous installer ailleurs. Et quand on lui a dit l'endroit où elle allait s'installer, elle se retrouvait dans un cabinet tout seul. Forcément, elle a dit non. Et donc après, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie vers le salariat. Parce qu'en ce moment, tu as Mhm. l'émergence, Mhm. tu vois, du travail en salariat, d'accord, qui va absolument, je pense, pas régler le problème du tout, tu vois, de la démographie médicale. Mais si tu veux, moi, je trouve que c'est, pour le coup, dommage, tu vois, enfin, de Oui. raisonner purement comme ça. Et donc, un des moyens, comme tu me disais, quels sont les moyens à court, moyen, Mhm. long terme? Bah, si tu veux, je pense qu'il faut prendre exemple là où ça marche. Et donc, là où ça marche un peu mieux qu'en France, eh ben, c'est, comme tu disais, tu vois, l'éducation, la prévention. Donc, bah, déjà, orienter la prévention et l'éducation de la santé, tu vois, et ce, dès le plus jeune âge, tu vois. Aujourd'hui, on parle beaucoup de comment apprendre à mieux gérer ses finances personnelles. Bah, on pourrait très bien apprendre aux gens à comment mieux apprendre à gérer, tu vois, sa santé. Je dis pas qu'il faut contraindre les gens à mieux vivre. Juste leur dire, bah, quand vous faites ça et quand vous faites ça et quand vous faites ça, bah, les chiffres, ils disent que ouais, vous vivez plus longtemps et en meilleure santé. Mais après, forcément, de ne pas contraindre les gens. Et ensuite, après, bah, d'améliorer l'offre que tu peux faire en utilisant, tu vois, les outils numériques. Donc, on en parlait tout à l'heure. Envisager de la télémédecine, mais de bonne qualité. Améliorer, tu vois, la diffusion numérique dans l'ensemble, tu vois, des espaces publics. Former les gens à l'utilisation, tu vois, des outils numériques. Ça, c'est hyper important. Peut-être travailler aussi, on a un truc en France qui est unique, c'est la mobilité médicale.
Donc aujourd'hui, on a un modèle qui s'appelle le SAMU, tu vois, qui n'existe pas vraiment ailleurs, où on met des médecins et des infirmiers dans des camions pour aller gérer de l'urgence vitale. Et qu'est-ce qui pourrait empêcher, tu vois, d'assurer de la mobilité médicale comme ça? Alors, j'ai vu. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. J'ai Renault, il y a pas mal de boîtes qui se sont associées pour faire une espèce de camion électrique, etc. Une Ouais. espèce de caravane pour des déserts médicaux. Mais Ouais. finalement, c'est pas, ça marche pas vraiment encore. Si tu veux, c'est pas encore d'actualité. Oui, mais parce qu'en fait, si tu veux, c'est pensé, tu vois, pour l'instant, à petite échelle. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, mais je pense que, tu vois, c'est un moyen qui pourrait être... Je dis pas que c'est encore une fois, je dis pas que c'est la seule solution, mais je dis que dans certains cas de figure, tu vois, tu pourrais commencer à envisager de développer ces outils-là. Moi, j'avais la caravane, les déserts médicaux. Ce serait un peu une caravane de bédouins, tu vois, qui avec le camion du dermatologue, le camion d'ophtalmo, ça existe, hein. Ouais. Il y a des camions d'ophtalmo qui passent pour faire des dépistages, etc. Ouais. Et le camion, etc. Et faire des espèces on pourrait avoir un peu comme Oui. un mois et demi de chacun doit un mois et demi pour les déserts médicaux. Ouais. Mais l'avantage, tu vois, c'est qu'au moins les gens, ils verraient un dentiste, Ouais. ils verraient un ophtalmo. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait faire la fête le soir dans les bars, dans les différents... et réouvrir les bars. Mais non, mais c'est une Non, boutade mais, pour inciter. ouais. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus sur l'offre de soins itinérantes Ouais. en santé en France. Et donc, à long terme, je te dis, je pense que les solutions qui sont actuellement envisagées, c'est des solutions long terme. C'est-à-dire ouvrir le nombre de médecins, penser à un peu de régulation, mais surtout, à mon avis, ce qui fera la différence, c'est de privilégier, tu vois, d'oublier le modèle du médecin de famille isolé, tu vois, qui va aller faire le tour de ses patients. Je dis pas que c'était un modèle, mais moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. D'aller voir mon médecin généraliste quand j'étais petit et de l'entendre parler, tu vois, de sa manière de pratiquer, de la relation qu'il donnait, tu vois, c'était quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, il y a très peu de médecins qui fonctionnent de cette manière-là. Hum, Tu penses que, toi, au niveau précarité sociale, chronicité des maladies, on en a parlé, politiques de santé qui ont échoué. Donc tu dis, qu'est-ce qui marchait au Canada, au Japon? On a parlé de la Scandinavie. Alors, je dis pas que ça Des marche. États-Unis. Je dis pas que ça marche. Je dis que c'est moins. Je dis que l'impact est moins important. Hmm. Des inégalités sociales est probablement moins important là-bas que on l'observe chez nous. Est-ce que tu peux nous montrer quelques tableaux de ton article qui a été publié? Ouais. D'ailleurs, on mettra tes références. C'est en quel journal que tu l'as publié? Alors, c'est pas un journal. En fait, D'accord. il faut savoir que l'adresse, donc vous allez sur le site de l'adresse, et l'adresse, en fait, publie les enquêtes et résultats. Donc, c'est des documents qui sont des travaux de synthèse et d'enquêtes et résultats. Et c'est en accès libre. Et donc, vous pouvez accéder à la fois aux publications, D'accord. et vous pouvez aussi accéder, en fait, aux données. Donc, vous pouvez vous-même utiliser les données, faire vos stats si vous voulez, ou ce genre de choses-là. Ça donne... alors, le premier tableau, on le mettra incrusté dans le... Écoute, le premier tableau que je t'ai amené, Ouais. tu vois, c'était ce graphique-là. En fait, c'est le risque, tu vois, standardisé de développer une maladie chronique selon le niveau de vie et la catégorie de la maladie. En gros, si tu veux, c'est un travail qui avait été fait au sein de l'adresse. Et alors là, ils avaient utilisé en fait une base de données qui était une base de données alors qui est très spécifique à l'adresse qu'on appelle l'EDP Santé, qui est une base de données qui est beaucoup plus fine. En fait, c'est un échantillonnage, tu vois, de la population française. Et en fait, de par cet échantillonnage, je crois que c'est 2% de la population qui est échantillonnée, on a ce qu'on appelle tout ce qui va être les données plutôt relatives aux données fiscales. Donc, tu as les données fiscales, tu as le lieu de résidence, tu as le diplôme, tu as même des données un peu plus... là, je les ai plus en tête spécifiquement parce que j'ai jamais travaillé sur le DP de santé, mais tu as des données, tu vois, qui permettent de vraiment affiner, tu vois, ta catégorie socio-professionnelle. Et donc, dans ce travail qui avait été fait au sein de l'adresse, en fait, ils avaient regardé en fonction de ce qu'on appelle donc, les top pathos de la CNAM, parce que l'assurance maladie, ce qui s'appelle les top pathos, en fait, c'est les déterminants en fonction, tu vois, des maladies les plus exposées en France. Donc, tu as les maladies cardiovasculaires, tu as le diabète, les maladies psychiatriques, les maladies cardiovasculaires. Et ils avaient regardé en fonction des catégories socio-professionnelles. Donc, ils avaient regardé ça en fonction des quintiles. Et quand tu regardes les populations les plus précaires versus les populations les moins précaires, eh ben, tu avais un effet gradient du risque de développer quasiment toutes les maladies chroniques. Et donc, dans les populations les plus précaires, eh bien forcément, tu es plus exposé à développer une maladie chronique, donc diabète, cardiovasculaire, maladie psychiatrique. Il y a plus de maladies psychiatriques chez les populations les plus précaires.
Et à l'inverse, les patients, tu vois, les individus qui sont dans les catégories socio-professionnelles les plus importantes, ouais, ça rend pas très bien, désolé, bon, tu incrusteras. Ouais, ça Eh bien, tu as moins de globalement, maladies chroniques. Il n'y a qu'une seule catégorie de pathologie où tu as un peu plus surreprésenté dans les individus favorisés, c'est certaines catégories de cancer. cancer, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'était la même graphique, mais spécifiquement liée, parce que je trouve que c'est hyper intéressant sur les pathologies psychiatriques. On voit que les pathologies psychiatriques, et notamment les syndromes dépressifs, ils sont clairement surreprésentés, tu vois, chez les patients qui sont considérés comme les plus fragiles en termes socio-économiques. En 2025 en plus, c'est-à-dire que... Ouais, alors là, on est en Ouais. 2020, tu vois, d'accord. on est sur des données, mais on est sur des données récentes, quoi. Je trouve que Et d'ailleurs, l'impact des inégalités de soins va en progression, hein. Oui, voilà, c'est ça. En Ouais, dynamique, ça grave. voilà, voilà. La dynamique, elle a la tendance à clairement augmenter avec le temps. Ouais. J'ai écouté quelque chose sur la mondialisation ce matin, Ouais. sur France Inter. Et je trouve qu'il y a un parallèle entre la mondialisation, on parle de slowdisation en ce moment, c'est-à-dire les gens, l'économie devient de plus en plus universelle. Ouais. Il y a de plus en plus de flux d'échanges économiques. Et il y a de plus en plus, par contre, de réorientation vers les pays pour la souveraineté des pays. Et Ouais. j'ai l'impression qu'il y a un peu une similitude avec la santé. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de soins, de plus en plus d'offres de soins, probablement, ou enfin, en tout cas, il y a une disparité, etc. Et les gens sont de moins en moins solidaires et pensent peut-être un peu plus de... Enfin, les gens se réunissent en communauté, etc. Et peut-être qu'il y a l'inégalité en santé arrive aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de politique de santé globale, à l'école, de prise en charge, de questions de solidarité et d'aide entre chacun, etc. Et que ça peut parler vraiment de problèmes d'inégalité qui augmentent en fait. Pourquoi les inégalités augmentent en fait? C'est un peu plus Moi, c'est un peu fumeux. Je fais un peu un parallèle entre la mondialisation et le côté souveraineté de chaque pays. Est-ce que les individus sont pas la même chose? C'est-à-dire se ressentent vraiment sur eux? Il y a moins d'échanges? C'est en lien avec les échanges par rapport aux liens sociaux qui peuvent se faire, des liens sociaux qui peuvent se faire plus à la boulangerie, au pub, et les gens se parlent moins, sont plus en communauté, et donc forcément les plus pauvres malheureusement s'agrègent avec les plus pauvres, il y a moins de communication, donc moins d'échanges socioculturels, et donc voilà. Pour toi, pourquoi ça évolue les inégalités? Je pense que si tu veux, moi, je trouve que c'est le reflet de la société de manière générale. Ouais. Les inégalités augmentent, mais tout simplement aussi parce que les écarts... Après, moi, encore une fois, je ne suis pas sociologue, tu vois, donc... Mais je pense que les écarts sont de plus en plus importants aussi avec les années. Je pense qu'aujourd'hui, un très riche en France en 2025, l'écart entre les très riches et les très pauvres, il est moins important qu'il l'était dans les années 90 qu'il est aujourd'hui, tu vois, en 2025. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi une question aussi d'offre de soins. D'accord? L'offre de soins, elle est un peu plus, je dirais pas hétérogène, mais puisque là, c'est qu'une impression générale. Là, encore une fois, moi, j'ai pas les chiffres, tu vois, d'offre de soins sur la cinétique, tu vois, au cours des 25 dernières années, tu vois. Mais, tu vois, je prendrai un autre exemple, mais pourquoi, en fait, moi, en réanimation, finalement, à part dans l'exemple du Covid-19 dont je t'ai dit, mais pourquoi, finalement, pendant longtemps, on pensait qu'en réanimation, on n'avait pas un impact négatif, tu vois, des inégalités de soins? C'est aussi parce que la réanimation, c'est un des seuls services qui n'a pas été entaché par une diminution du nombre de lits. Aujourd'hui, à l'hôpital, tu es au courant, on a de moins en moins de lits au sein de l'hôpital. Alors, ça, c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. D'accord? On a moins en moins de lits de moyen séjour. Ça, c'est sûr. L'hôpital prend moins en charge des patients de moyen séjour au profit de l'ambulatoire. Parce que l'ambulatoire, tu as moins de complications, parce qu'on a un mode de financement des hôpitaux qui est basé sur l'acte, et donc qui permet, tu vois, de générer plus d'actes, tu vois, et donc qui permet, tu vois, de rentabiliser, tu vois, la médecine. En réanimation, quand tu regardes les chiffres depuis 15 ans, le nombre de lits dans les services de réanimation, il ne fait que augmenter. Il n'y a pas de diminution du nombre de lits en réanimation. Et je pense que quand même, c'est un des effets, tu vois, bénéfiques tu vois, de pas trop toucher, tu vois, non plus aussi à la démographie, tu vois, hospitalière, parce que je pense que moi, ça joue sur le fait que c'est un des services un peu en dernier où se révèle, tu vois, l'impact négatif des inégalités sociales.
Et donc, à mon avis, tu vois, le fait d'avoir vouloir, tu vois, rentabiliser l'hôpital, même si à la fin, on a quand même encore un système de santé, tu vois, qui est quand même très universel et qui est basé sur l'équité, tu vois, d'accès aux soins, où même les plus pauvres peuvent se faire soigner, je pense quand même que c'est ce qui permet de générer et d'augmenter, tu vois, l'impact des inégalités sociales sur le soin de manière générale. Donc voilà, il y a donc on a dit, tu vois, les richesses, l'écart entre, tu vois, des richesses qui devient de plus en plus importante. Moi, je pense que je pense que c'est difficilement, tu vois, enfin, on peut difficilement, tu vois, dire que ce soit pas lié. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'augmentation? Comme ça, c'est difficile, tu vois, d'identifier, tu vois, un coupable, tu vois, Ouais, c'est directement, tu vois. multifactoriel. Donc, non, non, c'est compliqué. Je pense quand même toutefois que le soin, la santé, n'a pas assez de place dans l'éducation. Je prends un autre exemple. L'une des pires maladies, tu vois, en termes de pronostic, c'est l'arrêt cardiaque. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque en France sur la voie publique, l'incidence de survie, enfin, je veux dire, la probabilité de survie sans séquelles, elle est de 3%. Il n'y a pas beaucoup de maladies où tu as 97%, tu vois, de pronostic défavorable. On va pas se mentir, tu vois. Donc, 3%, OK? En France, hein, je parle bien en France. Ce chiffre-là, on sait qu'il est significativement augmenté, tu vois, dans un pays, tu vois, qui est la Corée et qui est Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces pays-là, tu as encore le service militaire obligatoire avec une obligation de formation de soins de premier secours. C'est pas parce qu'il y a le service militaire qui est obligatoire, c'est parce qu'en fait, les jeunes individus sont obligés d'être formés, tu vois, aux soins de premier secours et notamment à savoir comment réagir sur un arrêt cardiaque. Demain, quelqu'un fait un arrêt cardiaque dans la rue. Dans la majorité des cas, les gens, ils se retournent, ils se regardent, ils savent pas quoi faire. Alors que la plupart d'entre eux ont déjà eu, tu vois, des formations de premier secours, que ce soit, tu vois, lorsqu'ils étaient au lycée ou lorsqu'ils étaient, tu vois, au sein de leur comité d'entreprise. Je critique pas du tout le fait de ne pas savoir quoi faire. Moi, demain, je tombe en panne dans ma bagnole, au bord de l'autoroute, je ne sais pas quoi faire. Et parce que, en fait, je ne sais pas quoi faire parce que tout simplement, on ne m'a jamais éduqué sur le fait de comment réagir face à une situation comme ça. Et moi, je ne serais pas étonné, je serais pas, je veux dire, surpris que si demain tu imposes, enfin tu imposes, c'est toujours un grand mot, tu vois, mais tu fais la promotion, tu vois, du soin à l'école et dès le plus jeune âge, tu vois, et ben, que tu commences à voir émerger, en tout cas sur les prises en charge les plus urgentes, tu vois, un effet bénéfique, tu vois, sur la survie des malades. Moi, je suis intimement convaincu que ça. Après, je peux me tromper, hein. En plus, c'est pas un paternalisme médical non plus. On n'est pas en train de dire ce qu'il faut savoir faire, quoi. C'est pas non plus délirant d'apprendre aux gens Non, à mais masser. si tu veux, en fait, il y a quand même une chose, c'est quels sont les éléments qui fait que tu vois, tu retiens les choses. Quand tu les apprends tôt, c'est valable pour tout, hein. Quand tu apprends la musique, quand tu es tout jeune, c'est plus facile que quand tu es vieux. Alors, les balades de Chopin, je pense que Ouais. j'y arriverai plus, moi. Ouais, ouais. Bon, après, je t'ai pris la meilleure. J'ai fait un peu le cacou quand même. Je t'ai pas pris la première année, tu vois, version piano, quoi. Mais non, mais tu vois, plus tu vas apprendre jeune, Ouais, bien sûr. bah, plus ça va être. Donc, c'est valable pour la musique, c'est valable pour le sport. En fait, c'est valable pour tout, tu vois. Quand tu apprends une langue étrangère, d'accord, bah, plus tu vas apprendre jeune, plus ça va être facile, tu vois, de retenir. Et puis, la répétition. C'est-à-dire que les soins de premier secours, mais pas que les soins de premier secours, de l'éducation de santé, bah, tu vois, ça devrait s'enseigner dès le plus jeune âge. Voilà. Et ça devrait être répété, tu vois, au fur et à mesure de ta scolarité. Et après, même une fois quand tu es adulte. Tu vois ce que je veux dire? Alors attention, hein, certains te diront de faire le service militaire à l'âge de 10 ans. On n'est pas en train de dire ça. Non, On est en train de dire justement je que parle pas du service militaire. une heure non, mais bien sûr, une heure d'éducation civique pourrait être complétée par une heure d'éducation sanitaire. Bah oui. Bah, bien sûr, ouais. Et on n'est pas en train de parler Bah de. oui. Voilà. Bah oui. Puis pour l'accès aussi aux défibrillateurs, etc. Ouais, exactement. et puis, Exactement. Même si aujourd'hui, les défibrillateurs sont clairement, on va pas se mentir, aujourd'hui, quand tu ouvres un défibrillateur, tu appuies sur un bouton, Oui. tu as un dessin, tu as une voix qui te dit extrêmement quoi faire, tu vois, tu le sais. Mais si tu n'as jamais ouvert un défibrillateur, mais pour toi, moi je comprends que les gens ils voient ça comme un objet archi magique où tu dis, oh là là, putain, attends là, je
pardon, je suis désolé, j'ai juré, mais où tu te dis, bah là, j'ose pas toucher, tu vois. Enfin, mais c'est normal. Je veux dire, encore une fois, c'est normal. Moi, demain, je te dis, encore une fois, je reprends l'exemple de la bagnole. Je suis sur l'autoroute, je vois mon moteur fumer, je me gare sur le côté, je suis en panique, tu vois. Alors que si ça se trouve, j'ai trois coups de clé. Non, j'exagère, mais ça se trouve, j'ai 3 coups de clé à mettre et puis c'est fini, tu vois. On rappelle que la cardio-respiratoire, c'est quand même une pathologie de plus en plus fréquente, parce qu'il y a de plus en plus de facteurs de risque cardiovasculaire, qui est l'obésité, le diabète, et qui est la première cause de morbimortalité chez les hommes de plus de 50 ans. C'est quand même en plus quelque chose qui est principal. Tu nous as amené, il y a d'autres courbes que j'aimerais qu'on arrive bientôt à la fin de l'entretien. Je voudrais que tu me montres un peu les autres courbes que tu nous as amenées pour qu'on nous donne un peu les données brutes. Et je trouve que j'avais entendu parler justement de... En fait, les autres courbes, c'était juste pour illustrer, tu vois, le nombre de lits, tu vois, qu'on avait en fait en termes de soins critiques, pour montrer que depuis 2013, tu vois, le nombre de lits, de manière générale, tu vois, commençait à augmenter. Alors, ce que vous voyez, les pics que vous voyez, en fait, c'est les lits transitoires qui avaient été ouverts pour la Covid-19. Et en fait, si tu veux, c'était pourquoi pendant longtemps, on n'a pas trop observé d'impact des inégalités sociales en réanimation. C'est que je pense qu'en réalité, en fait, quand ton taux d'occupation moyen, tu vois, il est de 90%, il permet, tu vois, d'avoir cette marge d'ajustement qui fait que tu peux facilement prendre en charge les malades. Est-ce que ça, c'est pas une possibilité que l'intelligence artificielle régule finement ? Oui, en fait, si tu veux, ça a été développé surtout pendant le Covid. Pendant le Covid, on s'est retrouvé, tu vois, à avoir des services qui fonctionnaient à 120, 150%, 200%. Moi, je te reprends l'exemple de mon service dans lequel j'étais. J'étais à Poissy à l'époque, tu vois, j'étais à l'hôpital de Poissy, donc qui est un centre hospitalier, donc Poissy-Saint-Germain-en-Laye. On est passé de 16 lits à 48 lits. On est passé de 16 malades de réanimation à 48 malades de réanimation. Et donc, si tu veux... En combien de temps ? On est passé en... 15 jours. Ouais, 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines. Et alors, fort heureusement, tu as eu évidemment tout l'impact sur l'hôpital qu'il y avait derrière avec l'arrêt, tu vois, des blocs opératoires et la redirection des anesthésistes, tu vois, qui nous aidaient à prendre en charge, tu vois, une proportion importante, tu vois, des malades. Donc, ce qui fait qu'en termes d'effectifs, tu vois, de réanimateurs, on s'est retrouvé, tu vois, à être... On s'est pas retrouvé à être plus important en termes de médecins, mais on s'est retrouvé à avoir, tu vois, des médecins qui venaient participer, tu vois, à l'activité de réanimation. Donc, une redistribution des ressources, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il est clair que les premières vagues Covid, elles ont été marquées par une forte hétérogénéité, tu vois, dans l'atteinte. Les régions qui ont le plus été touchées, et ça, c'était bien déterminé, c'était Île-de-France, Hauts-de-France et Grand Est. Et c'est aussi des régions pour lesquelles la mortalité a été aussi importante, tu vois. Les régions où tu avais la mortalité la moins importante, quand tu regardes, en fait, c'est les régions qui ont été les plus faiblement touchées, tu vois, par le Covid. Et en l'occurrence, c'était Pays de la Loire, Bretagne. Les Sables d'Olonne. Quoi ? Les Sables d'Olonne. Faible mortalité, probablement. Ouais, probablement, tu vois. Alors, mais si tu veux, et ça, même si nous, au sein de l'adresse, on n'a pas retrouvé d'impact négatif. Alors, paradoxalement, on a regardé ça. On a regardé quel était l'impact négatif de la tension hospitalière. Savoir, quand un service passe de 16 lits à 30 lits, est-ce que tu es plus à risque de décéder, tu vois, d'une maladie ? Ça, nous, on ne l'a pas retrouvé. Ce qui est quand même hyper rassurant. Ce qui veut dire que les hôpitaux ont réussi à s'adapter, tu vois, à cette surcharge de travail. D'accord ? Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que ça a été au prix, tu vois, non pas d'une mortalité plus importante des malades, d'accord ? Mais ça a été par contre au prix, tu vois, d'un dysfonctionnement après au sein des hôpitaux, parce qu'on sait que dans ces hôpitaux où tu as eu une tension hospitalière importante, tu as eu plus de départs, médicaux ou paramédicaux, tu vois. Et puis ensuite, tu as eu le retentissement, tu vois, sur les autres spécialités. Toi, tu as une spécialité où tu es amené à prendre en charge beaucoup de patients d'oncologie. Et donc, tu sais que ce qui est déterminant dans le pronostic de ces malades-là, c'est la précocité d'intervention, notamment des traitements. Et le traitement en oncologie, tu as la chimiothérapie, la radiothérapie, les immunothérapies, mais tu as aussi la chirurgie. Donc, plus vite tu vas intervenir, mieux c'est dans la prise en charge. Or, dans le Covid, pourquoi on a eu un retentissement derrière sur les mortalités des maladies néoplasiques ? C'est tout simplement parce que, en fait, il y a plein de maladies néoplasiques où on a pris 2-3 mois de retard parce que, en fait, on ne pouvait plus les opérer parce que les blocs opératoires, ils étaient saturés de malades. Ça a été ça. Ça a été ça. Et probablement que si on avait eu à cette époque-là des outils, tu vois,
d'orientation qui nous permettaient d'anticiper, parce qu'on les a eu, les outils d'intelligence artificielle qui nous ont dit, dans 15 jours, le pic, il va être comme ça, il va être comme ça, il va être comme ça, bah, probablement qu'on aurait pu mettre en place des moyens pour pas rediriger les malades, parce que je pense que c'est compliqué de rediriger les malades, mais pour améliorer, tu vois, les ressources, augmenter les ressources. On a vu, tu as des hôpitaux, tu vois, mobiles qui ont réussi à se monter. Tu pouvais aussi faire en sorte que bah, dans des hôpitaux, tu peux augmenter l'offre de soins critiques en redirigeant, tu vois, les ressources dans des structures qui étaient le plus à même à pouvoir accueillir les malades. Et probablement que demain, en fait, l'expérience du Covid-19 fera qu'on se développera, tu vois, dans des outils comme ça. Mais après, on a vécu une situation qui a été unique, tu vois, qu'on n'avait jamais vue avant, hein. Les gens, ils peuvent très bien dire, il y en a certains que tu vois qui disent que la grippe, ça revient chaque année. Nous, au sein de l'adresse, on a comparé les données des patients admis en réanimation pour Covid-19 entre 2020 et 2021. Ça représentait plus de 150 000 malades. Quand tu les comparais à des cohortes de patients admis en soins critiques pour la grippe en France sur une période de 4-5 ans, ça représentait que 25 000 malades. Donc tu vois que même dans les épidémies de grippe, tu vois, les plus importantes, tu n'arrives pas au quart des patients qu'on a pris en charge sur une durée, tu vois, 3 fois plus courte, quoi. Ouais, en fait, tu as des effets secondaires de burn-out des soignants, tu as des effets secondaires collatéraux qui sont difficilement chiffrables. Ouais, alors non, pas tant que ça, difficilement chiffrable, parce que tu vois, le personnel, tu vois, paramédical et médical, on sait, tu vois, comment les hôpitaux en sont fournis. Et on sait qu'il y a eu, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais on sait que dans les structures qui ont été les plus touchées par la tension médicale, tu as eu beaucoup de départs. C'est quoi ton meilleur souvenir, entre guillemets, un souvenir un peu de cette crise, et ton pire et ton meilleur souvenir de cette crise dans ton boulot, dans ton travail Moi, j'ai particulièrement détesté la première vague, puisqu'on était dans une zone d'incertitude forte et que c'est la première fois qu'on a été confronté à avoir des malades qui arrivaient dans le service, qui restaient 3 semaines, qui avaient des durées d'hospitalisation très prolongées, hein. Je crois que la durée médiane d'hospitalisation pour le Covid, je crois que c'est au moins 15 jours, mais en première vague, on avait des gens qui restaient 15 jours, 3 semaines, et tu n'arrivais pas à les améliorer, tu vois. Donc, tu avais cette espèce d'incertitude constante, tu vois, de te dire, mais en fait, est-ce qu'il y en a un qui va sortir? Au tout début, hein, je te parle du mois de mars. Tu te dis, mais est-ce qu'en fait, il y en a un qui va réussir à sortir vivant, tu vois? Donc ça a été très inconfortable. Le premier souvenir marquant, positivement, ça a été bah, quand on a eu ouais, je dirais le premier malade, tu vois, qui est sorti vivant de l'hôpital. En plus, nous, on avait fait le choix que, bah, en fait, on prendrait tous les malades qui viendraient, tu vois, chez nous. Enfin, on faisait pas de tri. Je pense que finalement, les histoires de tri, il n'y en a pas eu tant que ça, tu vois, honnêtement. Parce que justement, les services et les hôpitaux ont réussi à s'adapter de sorte à, même s'il y a eu de la surtension, à pas devoir faire du tri, tu vois, sur l'âge, sur... Et je veux dire, de tri au-delà de ce que l'on fait habituellement, parce qu'il faut savoir que la question de la limitation de soins en réanimation, c'est une question quotidienne. Mais je veux dire, pour le Covid, si tu veux, on en parlera, mais si tu veux, pour le Covid-19, on n'a pas accentué ça. Et le premier bon souvenir, c'est le premier malade, tu vois, qui est sorti, tu vois, vivant de réanimation, qui est revenu nous voir, et qui était, en l'occurrence, je me souviens très bien, c'était un monsieur qui avait 82 ans, déjà, tu vois, et qui avait un myélome multiple, donc c'est-à-dire qui avait une maladie immunodépressive, tu vois. Donc ça a été quand même un souvenir, tu vois, c'est parce qu'en plus, il était revenu nous voir, c'était un mec qui était très drôle, en plus, qui était, tu vois, toujours dans la joie de vivre et tout, donc ça, c'était assez chouette de voir ça. Facteur d'inégalité sociale, joie de vivre peut-être. Enfin, c'est tout bête, Ouais, mais philosophie éthique personnelle, mais probablement. probablement. Voilà. Le souvenir le plus dur, moi, le souvenir le plus dur que j'ai eu, c'est quand j'ai dû... on avait eu, en fait, une famille, quasiment, qui avait été admise dans le service. On avait eu enfin, la grand-mère, le grand-père, on avait eu les 2 fils qui avaient une cinquantaine d'années, et on avait eu une de leurs filles qui avait 20 ans et qui avait fait une forme très grave de myocardite liée au Covid-19, qu'on avait dû envoyer à la Pitié-Salpêtrière pour pouvoir bénéficier d'une technique très spécifique qu'on ne faisait pas, qui était l'ECMO, qui est un système de circulation extracorporelle. Et donc, quand tu as 3 générations d'une même famille hospitalisée, tu vois, dans le même service, alors c'était pas vraiment en même temps, tu vois, mais c'était quasiment dans le même mois, et que à la fin, en fait, le grand-père, il se retrouve décédé, que tu avais un des fils, tu vois, qui était décédé, tu vois, et que tu as la petite fille qui est à la Pitié-Salpêtrière, et que
tu sais pas comment ça se passe, tu vois, pour cela, et que tu te retrouves à devoir annoncer à la femme, à la grand-mère, tu vois, le décès de son mari, puis de son fils, et quand elle te dit comment va ma petite fille, tu vois, et tu dis bon, on sait pas. Ça, c'est des situations qui te marquent. Et pourtant, bon, avec nous, avec le métier, on apprend à essayer de prendre beaucoup de distance, tu vois, vis-à-vis de cela. Mais bon, bah là, tu rentres chez toi le soir. Voilà, un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, il faut pas exagérer, mais il y a des soirs plus durs que d'autres, et l'occurrence, ce soir-là, ça en faisait partie. Ouais. Et donc, tu parlais des limitations de soins. Maintenant, Ouais. il y a la proposition de loi qui revient un peu sur la table, justement sur l'aide médicale à mourir, sur les limitations de soins. Toi, dans ton travail, moi, c'est des questions un peu souvent passé, présent, futur, c'est-à-dire comment tu étais il y a 10 ans, comment cette épidémie de Covid-19 t'a influencé dans la limitation de soins, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et quelle est ta position, toi, au quotidien, vis-à-vis de ça. Ouais. Bon, ça, c'est une question particulière, la limitation de soins. Si tu veux. Vous êtes quand même en première ligne, et c'est Ouais, quand ouais, même, ouais. je Bon. pense que, enfin, pour avoir un petit peu. Voilà. Non, mais la réanimation, c'est 18% de décès, Voilà. de chiffre médian. Ça l'a été un peu plus en 2020-2021, et puis là, on est revenu, tu vois, au standard, tu vois, d'avant des années 2010-2019, quoi. Est-ce que j'ai changé? Est-ce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir changé mes pratiques sur la limitation de soins? J'ai envie de te dire, pas vraiment. Ok. En tout cas, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir changé la manière dont j'aborde la fin de vie, tu vois, avec les patients et avec les proches. Ce que je sais, c'est que donc aujourd'hui, en fait, quand on est dans une situation où on est dans ce qu'on appelle de la futilité thérapeutique, c'est-à-dire qu'on sait que poursuivre la réanimation ne va pas améliorer le pronostic des malades, mais ne va juste avoir que comme conséquence de peut-être prolonger la survie de quelques jours, et au prix, tu vois, d'inconfort important, tu vois, pour les malades, parce qu'il faut savoir que la réanimation, c'est pas, on n'est pas endormi constamment, tu vois, en réanimation, parce qu'on sait que bah, plus tu endors longuement les malades, moins le pronostic il est bon. Donc nous, l'idée, c'est d'endormir profondément les malades de sorte à ce que bah, les soins que tu vas leur donner soient les plus supportables possibles au début. Mais dès que on a de l'efficacité sur les soins qu'on a donnés appropriés, il faut qu'on passe par cette phase où tu vas vouloir en fait sevrer les malades du respirateur, sevrer les malades, tu vois, des autres techniques que tu fais en réanimation. Et donc ça, tu es obligé de les réveiller. Et donc forcément, bah, quand tu te réveilles et que tu as un tube dans la gorge qui t'insuffle de l'air, tu imagines que c'est pas le meilleur moment de ta vie, quoi. Et donc, et que tu as été endormi, enfin moi je sais pas, mais tu es déjà resté au lit un peu, de manière un peu prolongée parce que tu avais une grippe, tu vois, tu as déjà passé une journée dans ton lit. Au bout d'une journée, tu as mal partout, tu vois. Tu as mal dans le dos, tu as mal dans le truc. Bah, en fait, quand ça fait 4, 5, 6 jours, 7 jours où tu es alité, même si tu as des soignants qui te mobilisent, tu vois, qui te massent un peu le dos pour faire en sorte que ça libère un peu les zones d'appui, les gens, ils se plaignent quasiment tout le temps d'avoir des douleurs, tu vois. C'est quelque chose, tu vois, de dur, en fait, la réanimation. Ouais. C'est une épreuve. C'est une épreuve pour les malades. C'est une épreuve pour les proches, mais c'est une épreuve pour les malades. Donc moi, la manière dont j'aborde la fin de vie, bon, dans la mesure du possible, j'essaye de faire en sorte que le patient soit le plus acteur possible de cela. Mais après, c'est compliqué parce que tu as des gens qui veulent pas du tout en entendre parler. Tu as des gens à qui bah, tu sais que tu vas pas leur rendre service parce que bah, ça va être une source d'anxiété extrêmement importante. D'accord? Et puis, mais dans la majorité, dans la majorité des cas, tu peux en parler avec les malades et ça se passe. Idéalement, dans cette situation-là, ça se passe mieux. Quand les malades sont pas en mesure d'exprimer leur consentement, enfin, ne sont pas d'exprimer leur ressenti, là, les proches, ils jouent un rôle extrêmement important parce que, en fait, les proches, ce sont les personnes qui connaissent le mieux les patients, tu vois, que n'importe qui d'autre, tu vois. Et donc là, ce que tu vas être en droit, c'est ce que tu vas rechercher en priorité, c'est bah, savoir si les patients ils avaient émis des directives anticipées, si ça avait déjà été abordé, cette discussion-là. Et tu vois, moi, j'ai un oncle qui est décédé, tu vois, il y a quelques années d'une maladie de Charcot.
Ça avait été assez compliqué parce que moi, j'avais annoncé assez rapidement, j'avais annoncé le diagnostic qui avait été confirmé par le neurologue, mais bon, en l'occurrence, la maladie de Charcot est une maladie qui se diagnostique, enfin, Un retard de diagnostic important. alors pas si important que ça, Mhm. mais finalement, ça se diagnostiquait assez facilement, en tout cas dans cette situation-là. Juste, la maladie de Charcot, c'est une maladie du motoneurone Oui, où on pardon, ouais. perd la motricité globale, on Voilà, garde ses capacités cognitives et ses fonctions supérieures de façon complète, voilà, et on perd la motricité progressive de son corps exactement, ouais. jusqu'à temps d'avoir juste le mouvement supérieur ou un mouvement oculaire simple, Ouais, exactement. où on a besoin Donc d'être intubé. Voilà. c'est quelque chose qui est très compliqué pour les proches, qui est encore plus compliqué évidemment pour les malades, mais assez rapidement, je me souviens avoir abordé la notion de fin de vie avec mon oncle et avec son épouse, tu vois, pour dire, bah en fait, imagine que la situation va arriver, c'est important d'en parler, c'est une notion importante. Et quand bah, il s'avère que l'hospitalisation avait eu lieu, bah, je sais que les choses se sont très bien passées parce que les idées étaient très claires pour tout le monde. Et si tu veux, en fait, le problème de la fin de vie, c'est que le plus grand danger que moi j'identifie dans ma pratique pour les proches, c'est le sentiment de culpabilité que peuvent avoir les proches. Aujourd'hui, en fait, on a la notion qu'en France, quand on aborde la fin de vie, tu vois, avec les proches des malades, en tout cas pour la réanimation, donc la plupart du temps, les malades sont quand même endormis, tu vois, sont pas souvent en mesure de pouvoir exprimer leur ressenti. Les proches, ils te disent toujours, mais moi, docteur, je peux pas prendre cette décision parce que je vais m'en vouloir toute ma vie. Toi, ça m'est arrivé bah, tu vois, il y a pas plus tard qu'il y a le week-end dernier, où on avait un monsieur qui était assez âgé, qui avait beaucoup de comorbidités, qui était venu pour une maladie extrêmement grave qu'on appelle le choc septique, qui est la forme la plus grave des infections bactériennes, où si tu veux, tous ses organes étaient en train de lâcher, ce qu'on appelle un tableau de défaillance multiviscérale. Et malgré 4-5 jours de réanimation intensive, en fait, son état n'a fait que s'aggraver au bout de 4-5 jours. Et il avait été, voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et en fait, c'est la femme qui, au bout du 5e jour, alors que j'allais lui aborder, tu vois, la discussion, mais c'est la femme qui est venue me voir et qui m'a dit, docteur, je sais que je vais m'en vouloir de vous en parler, mais il faut que je vous en parle. Pour mon mari, c'est compliqué depuis plusieurs mois. C'est un monsieur qui était dialysé chronique. Donc, en l'occurrence, il vivait très mal la dialyse chronique, tu vois, depuis 3 ans. Il voyait que son état d'autonomie moteur s'était dégradé. C'est un monsieur qui sortait plus de chez lui alors que c'était un monsieur qui était sportif, tu vois, avant. Et c'est un monsieur qui perdait de plus en plus certaines facultés cognitives, qui avait des troubles de mémoire, tu vois, qui arrivait plus à faire les activités, tu vois, intellectuelles qu'il avait. Donc, il commençait, tu vois, en plus de cela, à ne même pas s'en rendre compte. Et tu vois, son épouse est venue me voir spontanément pour me dire, bah voilà, je sais que je vais m'en vouloir de vous en parler, mais voilà la réalité de notre quotidien. Euh, Clairement, est-ce que il a des chances de s'en sortir? Mais plus important, s'il s'en sort, est-ce que son état d'autonomie va s'aggraver plus que ce qu'il en est depuis 18 mois? Et ça, on sait que les chiffres déjà étaient très mauvais en termes de survie. Mais en plus de ça, on sait que, en cas de survie, oui, il y a une autonomie qui est profondément altérée dans cette situation-là, motrice et intellectuelle. Et quand tu discutes avec la patiente, tu vois, tu lui exposes clairement ce que disent, tu vois, la littérature, et tu te dis, bah oui, je vais pas vous mentir, ça va être ça. Et spontanément, elle m'a dit, bah écoutez, c'est pas ce que mon mari aurait voulu. Et la dame te dit ça, vraiment, tu vois, les larmes aux yeux. Non pas parce qu'elle est triste, oui, bien sûr qu'elle est triste, parce qu'elle sait que son mari va probablement décéder, mais parce qu'elle a le profond sentiment de culpabilité, et ça, elle l'a verbalisé dans la suite, que bah, c'est elle qui, en mettant le sujet sur la table, va être l'initiatrice, tu vois, de l'arrêt des soins. Et je sais que, enfin, j'imagine que moi, j'ai bien insisté sur le fait de lui dire que, mais non, mais madame, vous inquiétez pas, moi, de toute façon, je comptais vous en parler parce que là, on est à 5 jours. C'est quelque chose d'important, c'est une date importante dans sa situation. On n'est que en constante aggravation. Honnêtement, son pronostic, il est extrêmement défavorable et il se grèvera d'une morbidité extrêmement importante en cas de survie. Et voilà, j'allais vous en parler. Et ça l'a profondément soulagé, quoi.
Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, la décision d'une limitation thérapeutique, en France, on a l'impression que ça appartient aux patients et que ça appartient aux familles. En réalité, la loi est très claire là-dessus, c'est une décision médicale. Alors évidemment, on s'arrange, pas qu'on s'arrange, on fait en sorte d'expliquer pourquoi on envisage une limitation de soins et on évite d'être en situation de conflit familial. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé d'être en conflit familial là-dessus. J'ai pas eu de situation comme, tu vois, Vincent Humbert, tu vois, par exemple. Euh, et je pense que c'est important de ne pas être en conflit familial là-dessus. Moi, je sais que si jamais j'étais dans cette situation-là, je solliciterais, tu vois, évidemment, je demanderais à solliciter un deuxième avis, je les redirigerais, tu vois, vers une deuxième équipe de réanimation, ou je leur dirais, s'ils connaissent d'autres réanimateurs, tu vois, de rentrer en contact pour qu'on puisse en discuter, tu vois, tous ensemble, parce que c'est extrêmement important dans cette situation-là. Euh, Est-ce qu'il faut, par contre, élargir la limitation et la fin de vie de sorte à la rendre beaucoup plus, tu vois, personnelle, tu vois, liée au patient, tel que le projet de loi, tu vois, semble définir? Moi, ça me choque pas. Moi, ça me choque pas. Euh, Moi, je sais pertinemment que si demain tu m'annonces que je suis atteint d'une maladie neurodégénérative comme celle de mon oncle, à savoir une maladie de Charcot, ouais, je dis pas que je prendrai les dispositions nécessaires, tu vois, mais en tout cas, je me poserai des questions, quoi. Et je pense que je pense que c'est une question qui est très importante sur le sujet. Après, bien sûr, il faut la cadrer. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie incurable? Par définition, le diabète, à ce jour, ou l'hypertension artérielle est une maladie incurable. D'accord? Non, mais tu vois ce que je veux Maladie dire. chronique, bien sûr. Ouais. Est-ce que, tu vois, il faut... Et ta qualité de vie, quand même. nous, on est une spécialité où on est amené à prendre en charge beaucoup de tentatives de suicide, notamment par intoxication médicamenteuse volontaire. Par définition, c'est des gens qui veulent mourir. Alors, pas tous, hein. Il y en a pour beaucoup où c'est de l'alerte, d'accord? Mais quand tu es amené à prendre en charge, tu vois, une patiente qui s'est intoxiquée avec des cardiotropes, C'est des médicaments pour le cœur donc qui sont des médicaments qui affectent le cœur et qui a pris les doses suffisantes, tu vois, pour vraiment risquer de mourir. Et que quand tu la réanimes, la première chose qu'elle te demande, tu vois, c'est mais pourquoi vous m'avez réanimé? Moi, j'ai qu'une envie, c'est de mourir, j'en peux plus de ma vie actuelle. Tu vois, c'est des questions qui sont compliquées derrière, tu vois. Ouais, ça... Et qui sont compliquées, qui sont simples, parce que la dépression, pour moi, est une maladie curable. Tu vois, quand on discute avec les psychiatres, avec les collègues psychiatres, c'est une maladie, tu vois, curable. C'est difficile, ça peut être compliqué. Bah, je dis pas que c'est simple, mais pour moi, c'est une maladie curable. Donc, c'est pas un critère. Mais si tu veux, moi, ce que j'attends de la loi future, c'est plus de décisions, tu vois, centralisées sur le malade, vraiment apportées là-dessus. Mais un cadre, quand même, que ce soit posé, tu vois, dans des cadres médicaux, que ce ne soit pas des projets de loi pris en urgence, tu vois, il faut vraiment que ce soit bien réfléchi, quoi. Et l'inégalité, justement, en santé, dans la fin de vie? Ah bah oui, bah ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Un vrai sujet, parce que si tu veux, il y a, en fait, la plupart des gens qui vont t'élaborer ça, en fait, qui vont aborder le sujet, c'est des gens qui ont déjà une bonne littératie, tu vois, en santé sur leur état de santé propre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a des connexions, du lien social, Bah qui est un peu oui, le fil conducteur tout de cet simplement. entretien. Après, je vais te dire, il y a... peu importe que tu sois issu aussi, tu vois, d'un milieu précaire ou d'un milieu, à l'inverse, tu vois, très favorisé. Tu sais, à un moment donné, quand tu tiens à quelqu'un, tu vois, quand tu as ton proche qui est hospitalisé et que tu tiens à quelqu'un, tu sais, le ressenti vis-à-vis des proches, il n'est pas moins fort ou pas plus fort en fonction de ton milieu socio-économique, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, quand tu exposes clairement le sujet et que tu dis, bah, il y a une situation où ça va être pas de bénéfice, plus de douleur, plus de souffrance, et il y en a une autre où on va essayer d'accompagner, tu vois, les gens, ils comprennent aussi, enfin,
comprennent facilement, tu vois ce que je veux dire. Après, évidemment, tu as des situations qui peuvent être un peu que tu vas retrouver dans certains cas, que tu vas pas retrouver dans d'autres, tu vois. Et je dirais même que tu peux te retrouver parfois à être exposé, tu vois, par exemple, les gens qui sont issus, tu vois, des milieux les plus favorisés, ils vont avoir tendance, tu vois, à te dire, non mais attendez, moi je veux l'avis de tel, tu vois, ils vont avoir tendance à te demander, bah, je veux avoir l'avis de tel professeur ou de tel individu, ou forcément dans les milieux les plus favorisés, il y a enfin, de probabilité, il y a plus de médecins, tu vois, dans l'entourage aussi, tu vois. Donc je veux que un tel vienne intervenir dans la décision. Donc tu te retrouves parfois à être à avoir des situations, tu vois, où tu dois mêler plus d'individus, tu vois, que bah, les membres de ton équipe et les autres professionnels de l'hôpital, parce que pour prendre une décision de limitation, tu vois, il faut intégrer quelqu'un du service, mais il faut aussi que tu intègres des professionnels de santé extérieurs au service. Tu parlais de faire des réunions éthiques préventives, hein, Ouais. ce que tu voulais Ouais, en ça, mettre c'est pas ouais. facile, ça, en fait, en réalité, parce que finalement, planifier des réunions, ça veut dire qu'il faut que tu trouves des rythmes. Or, en réalité, bon, c'est compliqué de rythmer, tu vois, ce genre de réunion. Euh, Nous, ce qu'on essaye d'envisager, en fait, c'est que nous, dans le service, on fait la visite 2 fois par jour. On se pose pas la question, tu vois, 2 fois par jour, tu vois, pour un même individu, mais par contre, on s'assure de se poser la question, tu vois, pour les situations les plus potentiellement à un risque de limitation de soins. Clairement, les gens qui ont le plus de comorbidités et des comorbidités, tu vois, très invalidantes, les gens les plus âgés, tu vois. Oui, ça va peut-être choquer, mais bah, une personne de 92 ans dans le service, on va plus facilement se poser la question de la limitation de soins qu'une personne de 32 ans. Donc, je dis pas qu'on se la pose systématiquement. Je dis pas qu'on le fait systématiquement. Ça, il faut bien que les gens en soient conscients. Mais potentiellement, on va se la poser de manière bah, plus fréquente, quoi. C'est dingue, hein, peut-être que dans 20 ou 30 ans, les inégalités seront encore plus creusées. Tu auras de plus en plus de réanimation, enfin peut-être une offre de réanimation plus importante, des inégalités de plus en plus importantes, des déserts peut-être encore plus importants. Et ouais, ou peut-être que tu auras des outils qui te permettent d'individualiser le soin, tu vois. voilà, la médecine personnalisée, ce que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Moi, je pense que, en fait, je vois les potentiels et les risques, tu vois, de l'IA dans nos pratiques futures. Mais moi, j'espère que, tu vois, dans 20, 30 ans, l'individualisation, tu vois, du soin, bah, il sera important. Et la personnalisation du soin, il sera important pour essayer justement de gommer bah, l'impact des comorbidités et des inégalités de tous les facteurs de risque que tu peux identifier, quoi. Mathieu, merci. Bah non, merci à toi. Est-ce que tu as des... Enfin, je demande toujours, est-ce que tu as il y a des points que tu aimerais aborder, des choses que tu es en... Justement, des processus de réflexion que tu as en ce moment? Parce que ça, c'est un travail que je suppose de plusieurs années. Enfin, c'est un travail de plusieurs années. Est-ce qu'en ce moment, tu es sur quelle réflexion, sur quel travail tu es en ce moment? Moi, en ce moment, alors je pense qu'un travail qui pourrait être hyper intéressant, c'est que souvent on voit l'hospitalisation comme un événement de vie. Et on a du mal après à s'imaginer les conséquences de cet événement de vie, tu vois. Moi, je suis convaincu qu'un événement de vie de santé, comme une hospitalisation, enfin n'importe quoi, a un impact, tu vois, sur ta vie après. Et nous, le projet qu'on a à l'adresse au Décours, ce sera justement grâce en fait aux bases de données, tu vois, qui permet de mieux affiner, tu vois, ta vie socio-professionnelle sur bah, ta durée, tu vois, tes durées d'arrêt de travail, tes capacités de reprise du boulot, tes revenus, tu vois, tout simplement. Savoir si une hospitalisation, tu vois, pour soit une maladie, tu vois, moyen terme comme un cancer, soit un truc très court-termiste comme une hospitalisation en réa pour, je sais pas, un arrêt cardiaque, chez un actif, tu vois, bah, est-ce que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, il y a eu un retentissement de ta vie, tu vois, personnelle et professionnelle de cette hospitalisation-là? Est-ce que quand tu as été hospitalisé à l'âge de 45 ans pour un cancer du sein, que tu as été mis en rémission, que a priori tout va bien dans le meilleur des mondes, est-ce que c'est vrai, tu vois? Aujourd'hui, moi, je pense pas.
Mais j'ai pas les réponses à cette question. Il n'y a pas d'études à ce jour, tu vois, qui permettent de vraiment bien répondre à cette question. Donc ça, c'est une piste de réflexion qu'on a, c'est de savoir quel est l'impact sur ta vie personnelle et professionnelle d'un événement de santé comme celui-là. Et évidemment, l'autre projet qu'on a, c'est essayer d'utiliser, tu vois, des outils d'IA pour améliorer, tu vois, moins dans mon domaine, la personnalisation du soin, qu'on a en réanimation, dans une meilleure identification des sujets les plus à risque de faire telle complication. Et puis peut-être que on a le droit de rêver, hein. On a le droit de se dire que demain, on aura des médicaments 2.0, tu vois, qui nous permettront d'aide, qui nous serviront d'aide, tu vois, à la décision thérapeutique et la décision diagnostique. Et si tu veux, moi je pense que le seul moyen d'y arriver, c'est si les médecins, tu vois, soient pleinement intégrés dans le développement et l'évaluation de ces outils. Si tu te fais pas, si tu rentres pas dans, si tu décides de pas t'y intéresser, je pense que c'est le meilleur moyen de pas les développer parce que à un moment donné, c'est toi qui vas les utiliser. Donc il faut que tu comprennes ce que tu fais, tu vois, ça me paraît un peu la base. Et puis, mine de rien, tu vois, c'est, je pense, le meilleur moyen de définir d'emblée, tu vois, les bons objectifs. Et donc, d'avoir les bons outils, quoi. Ouais, de garder le sens clinique, extrêmement clinique, et le sens extrêmement paraclinique, mais dans l'intelligence artificielle, quoi, d'avoir les deux. En fait, si tu veux, de pas de devenir un simple prestataire, Mm. tu vois, un simple technicien, tu vois, de santé. de santé, qui au final ne fera que l'interface entre les patients et, tu vois, les outils que tu vas utiliser, quoi. Ah ouais, d'avoir un regard. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Mathieu ? Déjà, une bonne journée. À court terme, à moyen terme et à ça. Ouais. Écoute, la santé, non? Je sais pas. Pas grand-chose. Moi, je demande toujours, c'est quoi ta définition? C'est quoi tes prochains rêves? Et c'est quoi pour toi la définition du mot rêve? D'un rêve? Ouh là là, tu m'avais, je l'avais pas, je m'y attendais pas à celle-là. C'est quoi mes prochains rêves? Écoute, moi je rêve tout simplement de pouvoir continuer à m'éclater, tu vois, dans mon boulot comme je le fais actuellement. J'ai la chance de faire un métier que j'adore. Donc j'espère que je vais rester dans cet état d'esprit pendant longtemps. Et puis d'un point de vue très personnel, mais c'est très mama, tu vois, c'est comme en bon père de famille, moi je rêve aussi que mes enfants plus tard puissent vivre dans une société où on aura des inégalités de santé un peu moins marquées, tu vois, ce genre de choses-là. Donc du coup, voilà, quelle est la définition du mot rêve? Voilà, moi je suis pas philosophe, hein, tu vois, comme état d'esprit, donc comme ça, je sais pas, c'est de s'imaginer dans des situations qui te paraissent totalement improbables, mais finalement pas si inaccessibles. En fait, elles ne sont inaccessibles que par, tu vois, la volonté, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mmh. Mais si tu veux, moi, j'aime pas trop la notion de rêve parce que ça interpelle, tu vois, la notion d'inaccessibilité. Et moi, je me suis jamais trop interdit, tu vois, de vouloir envisager de faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, en restant, tu vois, dans des cadres très respectifs, mais à partir du moment où tu te dis « Ah, je rêve d'eux, je rêve d'eux, je rêve d'eux », ça veut dire que tu t'imposes, tu vois, d'emblée, tu vois une limite. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, ils savaient pas que c'était impossible, du coup, ils l'ont fait. C'est fameux. Tu vois. Ok. Écoute, je te remercie vraiment d'être venu. Et puis, j'espère que voilà, moi, je trouve ça super, hein, ce que tu fais avec l'adresse, etc. C'est indépendant, je trouve ça super. Et d'avoir ce double regard. Et puis, tu vas aller jouer au piano ce soir? Non. Je sais que tu sors de garde et que... Non, figure-toi que j'ai une soirée avec des amateurs de vin et on va faire une soirée de dégustation de vin. Donc j'ai bien fait de prendre le tire-bouchon. Je vais le reprendre. Mais je jouerai du piano ce week-end. Est-ce que tu bois 1 ou 2 litres d'eau quand tu rentres le soir d'une soirée d'œnologie pour pas avoir mal à la tête le matin, qui est une déshydratation intracellulaire? Ouais, je bois de l'eau régulièrement. Ouais. On rappelle 2 verres par jour. Mais on crache, nous, en soirée. Ah, on crache. Sur qui? On crache dans des crachoirs. Ah, pardon. 2 verres par jour, 5 jours par... Voilà, 2 verres par jour, 5 jours par semaine et 2 jours de pause, qui est les recommandations de l'OMS.
Parce que quand même, il faut que je sois un petit peu... Alors non, alors Santé si tu veux aller là-dessus, moi j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps Oui, tu nous as qui parlé disait de ça, que tout en à l'heure. fait, une consommation modérée combinée à une activité physique régulière, donc une activité physique régulière, c'était au moins 1 heure fois 3 par semaine, et la consommation modérée était entre 2 et 5 verres par semaine, te conférait une protection sur le plan cardiovasculaire et sans ce-risque de maladie néoplasique. Publié dans quel papier? Dans quel journal? Oh, il faut que je te le retrouve. Tu vois, c'est quoi? Je vais Ouais. te le fournir. Mais je crois que c'était un journal affilié au JACC, tu vois, donc la grosse revue de cardiologie, tu vois, quelque chose comme ça. Mais je t'enverrai le lien et tu la mettras en réserve. Alors, je pense que si l'inégalité dans la consommation d'alcool, parce que tu as des vins qui sont quand même bien meilleurs que d'autres, de meilleure qualité, donc on pourra toujours en discuter, l'inégalité face à On verra. l'énolisme Voilà, modéré. voilà, c'est ça. Bon, ok, merci. Et faites du sport. Faites du sport, 3 Voilà. à 5 heures. C'est ça.